Voilà, je pense qu'on est en direct. On va juste attendre la confirmation des membres. Je regarde moi-même si... Ouais, on est en direct. Voilà. Je vais essayer. Bien, bonsoir à toutes et à tous, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers membres de Radio IHI. Alors, on a un petit retard aujourd'hui. Bon, c'est le ramadan, hein. Vous nous excuserez, une petite demi-heure de retard. Hein. On avait dit 23 heures. Eh bien, 23h30, mais on est bien présent. Alors, voilà, on commençait déjà à venir. Si vous pouvez simplement nous confirmer que le son et l'image passent à merveille pour qu'on puisse débuter cette émission. Donc, vous voyez le titre, Salafisme quiétiste et djihadiste, quelle différence y en a-t-il? On va en discuter avec vous. Voilà, juste m'envoyer me faire un petit 5-5, un pouce en l'air, et on commence. Voilà, excellent. Avec pour invité principal aujourd'hui Samir Amghar, qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation. Autour de cette question, donc, qui est un spécialiste de la question du salafisme, qui a écrit de nombreux ouvrages, que j'ai d'ailleurs publié sur le groupe, dont 2 aux éditions Michalon, Les islamistes au défi du pouvoir et le salafisme d'aujourd'hui, et un 3e, L'islam militant en Europe, que vous pouvez voir les couvertures publiées voilà, sur le groupe. Pas mal d'éléments importants à trouver dans ces ouvrages pour essayer de comprendre ce phénomène ô combien important et contemporain. Voilà, ah bah vous êtes déjà très nombreux, excellent. Et à côté évidemment, Mali Hosseynpour que vous connaissez et qui nous fait encore le plaisir de venir à cette émission. Alors voilà, pendant cette émission, vous pourrez intervenir en direct, je prendrai vos questions au fur et à mesure pour les poser à notre invité. Comme ça, le débat est interactif et c'est comme ça, évidemment, qu'on rendra les choses vivantes. Voilà. Alors, messieurs, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Enfin, bonsoir. Enfin, évidemment, si vous nous voyez le lendemain, cette émission sera toujours disponible, même s'il est en direct maintenant. Elle pourra toujours être revue en différé plus tard. Voilà. Alors, sur cette question du salafisme djihadiste et quiétiste, ça on va évidemment les définir par après. Mais tout d'abord, Samir Amghar, la question principale d'abord, comment définir ce terme salafisme? Parce qu'il y a quand même pas mal... c'est un terme qui est peut-être un peu galvaudé aujourd'hui, qu'on utilise à toutes les sauces. Il y a le monde académique qui l'utilise, le monde médiatique. Alors, comment est-ce qu'on pourrait trouver une définition proche de la réalité? Alors, effectivement, tu as tout à fait raison lorsque tu dis que c'est un terme qui est devenu un concept fourre-tout, en fait, et qui renvoie à plein de réalités. Objectivement, si vous voulez, d'une manière générale, lorsqu'on s'intéresse au salafisme, on se rend compte qu'il y a un problème de définition par rapport au salafisme. On a le sentiment que toutes les personnes qui portent une longue barbe et qui portent une tenue traditionnelle et qui s'inscrivent dans une lecture fondamentaliste de l'islam ou littéraliste de l'islam appartiennent au mouvement salafi d'une manière générale. Or, c'est complètement faux. On a affaire, si vous voulez, à une confusion importante entre fondamentaliste, néo-fondamentaliste et salafisme d'une manière générale. Le salafisme, qu'est-ce que c'est? Le salafisme est un mouvement minoritaire, on reviendra sur la notion de minoritaire, de l'islam contemporain et qui va développer une approche littéraliste de l'islam. Et ce qui va distinguer le salafisme des autres courants de l'islam... D'où ça vient ce terme? Alors, linguistiquement, ça vient de l'arabe salaf qui renvoie aux ancêtres. Donc les personnes qui ont fréquenté de façon directe ou indirecte le prophète de l'islam et dont on estime qu'ils sont les meilleurs musulmans et ceux qui ont le mieux appliqué l'islam. Et le salafisme tente de reproduire cette geste en disant finalement ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appliqué doit être appliqué à l'heure actuelle à travers des interprétations un peu plus contemporaines.
Ce qui nous intéresse ici, si vous voulez, c'est le terme de salafisme et la manière ou la spécificité doctrinale du salafisme. Le salafisme est certes un mouvement littéraliste, mais c'est surtout un mouvement qui se distingue des autres mouvements de l'islam dans la mesure où il a une interprétation extrêmement particulière d'un des aspects du tawhid. Il faut savoir que Le tawhid, l'unicité de divine. Dieu, l'unicité divine. Vous avez plusieurs formes d'unicité. Et l'une des unicités sur lesquelles les salafistes se caractérisent et se différencient des autres courants de l'islam, c'est au niveau de l'unicité des attributs divins. Oui. Tawhid asma wa sifat. Donc il y a une divergence. Pour les salafistes, les attributs divins, ceux qui ont une définition, une dimension, physique, anthropomorphique, doivent être nécessairement pas du tout interrogés. Lorsqu'on parle de main, lorsqu'on parle de visage, lorsqu'on parle de trône, on ne doit pas se donner la peine d'interpréter ces éléments. Il faut les interpréter de manière littéraliste. Autrement dit, lorsqu'on parle de main s'agissant de Dieu, c'est une main, et il ne faut surtout pas l'assimiler à une main humaine. Mais en même temps, il ne faut surtout pas l'interpréter. Or, la grande majorité des courants de l'islam vont considérer qu'il faut impérativement interpréter ces attributs divins au risque de tomber dans l'anthropomorphisme. Oui. Donc c'est la caractéristique principale d'un point de vue dogmatique du salafisme par rapport aux autres courants de l'islam. Et j'attire l'attention sur le fait que, contrairement à ce qu'on peut penser, le salafisme ne représente pas l'orthodoxie musulmane. Il ne représente pas le courant orthodoxe de l'islam. C'est un courant minoritaire. C'est un courant hétérodoxe parmi le champ islamique mondial. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'orthodoxie musulmane, depuis le 9e, 10e, 11e siècle, est incarnée par le acharisme et le maturidisme. Or, le salafisme ne s'inscrit pas dans ces deux courants de l'islam et donc ne s'inscrit pas dans l'orthodoxie musulmane. Pourtant, ce ne sont pas les seuls qui ont, en tout cas les salafistes actuels, on va dire les Saoudiens, si vous voulez, ce ne sont pas les seuls qui se sont revendiqués de ce terme. Vous avez aussi au début du XXe la Salafia, on l'a utilisé avec Jamal Din Avrani, avec Mohamed Abdou, etc. Ils se réclamaient aussi de ce mouvement, de la Salafia. Pourtant, c'était différent au niveau dogmatique. C'est devenu différent. Ouais. C'est différent. Objectivement, c'est différent. Ouais. Et donc, il y a quelque part une dispute entre différents courants de l'islam qui considèrent que finalement, le salafisme est une sorte d'appellation qui garantirait l'authenticité de leur discours. Et comme c'est une appellation d'origine pas du tout contrôlée, tout le monde peut se revendiquer du salafisme. Ouais. Je pense qu'en fait ici il faut bien, si tu veux, mettre en avant l'idée que le salafisme est un mouvement qui part d'un postulat de départ. Ce postulat de départ, c'est vraiment l'idée qu'il existe un islam pur. Et l'islam pur est incarné par les premiers temps de l'islam, donc ça veut dire par le prophète, et la manière dont le prophète a implémenté cette religion. Par conséquent, le salafiste sera toujours dans ce rétropédalage permanent qui consiste à imiter cette pureté initiale par le biais d'une application littérale de l'ensemble des textes scripturaires. Donc c'est ça vraiment qui les distingue, je dirais, des autres courants, c'est cette idée, c'est cette espèce de crainte sempiternelle par rapport à l'interprétation. Parce qu'en fait, finalement, quand tu interprètes un texte, inévitablement, tu introduis un élément ou un outil de l'ordre de la raison qui, pour eux, est très suspect. Parce qu'en fait, la raison humaine, à un moment donné, lorsqu'elle intervient, parce qu'elle est obligée d'intervenir pour interpréter, il y a quelque chose de suspect. Donc, pour éviter tout égarement, parce qu'en fait, on est obstiné par l'égarement, et l'égarement, c'est quoi ? C'est le fait de s'écarter de cette pureté originelle. Toute forme d'interprétation va être, on va tenter de l'éviter, même si eux-mêmes tombent dedans. Et donc, par conséquent, ce que tu viens de dire n'est qu'une conséquence logique du refus, je dirais, de l'interprétation, parce que le fait de refuser, par exemple, les attributs divins, ou en tout cas d'interpréter les attributs divins, c'est une forme d'hyperlittéralisme, en fait. Et cet hyperlittéralisme a un objectif qui est d'éviter l'introduction d'éléments rationnels dans le rapport de l'être humain au texte. Et donc, par conséquent, le salafisme peut être compris comme un mouvement de retour à une sorte de pureté originelle qui, selon eux, est l'implémentation de cette religion au 7e siècle dans l'Arabie. Et c'est la raison pour laquelle on va essayer d'émuler ce qu'on appelle les salaf salih, donc ça veut dire le prophète et ses compagnons, dans l'objectif d'être le plus proche de cette notion du vrai qu'est incarnée par cette période.
D'accord. C'est-à-dire que finalement, et je rejoins, mais en même temps, ce qui est difficile à dire, c'est qu'il y a cette volonté de pureté, mais il y a également l'idée que finalement, ils sortent de l'histoire. Oui, c'est ahistorique. C'est C'est ahistorique, oui. tout à Or, fait. les salafis, objectivement, quelque part, sont le processus, ils sont le produit d'un processus historique. Oui, mais ça, ils refusent pour eux. Oui, C'est-à-dire, ils refusent. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois que le salafisme ou des tendances salafistes ont émergé, elles ont systématiquement émergé dans des périodes de crise. Mhm. Et donc cette volonté, quelque part, dans cette période de crise, de se rassurer en se raccrochant à une approche littéraliste de l'islam pour éviter, quelque part, d'interpréter, parce qu'on part du postulat que interpréter, c'est nécessairement trahir le texte originel. Attention, juste sur ce point-là, Samir, j'ai une petite, je ne sais pas si tu as voulu dire cela, mais sur ce point-là, j'ai une petite divergence parce que l'idée même du retour ou de l'hyper-littéralisme a existé dès les premiers temps d'islam. Donc, par exemple, toute l'école des Ahl al-Hadith de l'époque, par exemple, refusait l'idée justement d'utiliser d'autres outils parce que pour eux, ces outils étaient des possibilités d'égarement parce que tu commences à faire introduire des éléments exogènes à ce rapport littéral, comme par exemple l'opinion, la philosophie, la rationalité. Et pour eux, tous ces éléments exogènes étaient des sortes de probabilités d'égarement supplémentaires. C'est-à-dire que plus tu fais introduire ces éléments-là, plus ça pose un problème parce que tu risques de t'égarer de cette pureté originelle. Donc cette espèce de littéralisme originel des Ahl al-Hadith a existé avant même qu'il y ait des crises. C'est-à-dire qu'à l'époque même du prophète, et juste après sa mort, on avait déjà des mouvements qui étaient dans cet hyper-littéralisme, avant même qu'il y ait des crises politiques. C'est ça que je veux dire. Sûr. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour éviter justement de tomber dans cette thèse actuelle qui est de dire que c'est du politique. Enfin, on reviendra à ça après. Alors, On reviendra. Oui. c'est également un terme, je ne sais pas si vous avez une analyse là-dessus, sur le fait que ce terme soit galvaudé aujourd'hui dans les médias, qu'il est utilisé un peu pour désigner un peu tout le monde. Oui, ça désigne tout le monde. C'est-à-dire que toute personne qui porte une barbe ou une tenue traditionnelle est identifiée comme étant salafiste. Or, c'est pas le cas. Ah non, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui portent une longue barbe, qui se revendiquent d'un fondamentalisme et qui ne s'inscrivent pas du tout, si vous voulez, dans la lecture littéraliste prônée par les salafistes. Un exemple concret, c'est l'exemple, si vous voulez, de l'école de Déoband. Établir. Voilà, l'école de Déoband qui est une école. Apparemment, ils sont salafistes, dans les apparences. Alors, Ils ne l'étaient pas avant, en Ouais. tout cas. Ils ont le look salafiste. Ils ont le look salafiste. Longue barbe, tenue traditionnelle, rapport à la mixité très rigide, rapport au monde très rigide, insistance sur l'orthopraxie, etc., etc. Donc, on pourrait dire que ce sont des canadadras du salafisme. Ils ont le goût du salafiste, ils ressemblent à des salafistes, mais d'un point de vue doctrinal, ils ne sont pas salafistes. D'une part, ils se revendiquent de l'école hanafite. Ça, c'est très important, alors que les salafis tentent d'exploser, on va dire, cette appartenance scolastique, même s'ils appartiennent dans leur méthodologie à l'école hanbalite. Ça, c'est un élément, si vous voulez, fondamental de l'école de Déoband. Et le deuxième élément, c'est qu'ils s'inscrivent dans une logique un peu soufie, un rapport soufi à l'islam. Tout à fait. Et ils sont objectivement, et j'en ai rencontré un certain nombre, notamment à l'île de la Réunion, qui s'opposent de façon frontale au salafisme en disant les salafis sont des wahhabites déguisés, ils ont une mauvaise interprétation de l'islam et ils sont également des facteurs de radicalisation politique. Donc vous voyez bien que vous avez la famille des fondamentalistes, des gens qui s'inscrivent dans une pratique orthopraxe de l'islam, littéraliste de l'islam, des fondamentalistes. Mais à l'intérieur de cette famille des fondamentalistes, vous avez différentes tendances dont fait partie les salafistes et dont fait partie, si vous voulez, l'école de Déoband. Et bien souvent, on fait des erreurs de qualification. On prend par exemple le cas de Rachid Abou Haifa ou de Nader Abou Anas. Bien souvent, et moi-même le premier, je les ai qualifiés de salafis. Disant voilà, ils sont salafis. Qui sont des prédicateurs français. Prédicateurs français de la région parisienne, mais également de Bretagne. Rachid Abou Haifa est responsable ou imam d'une mosquée qui s'appelle Assouna à Brest. Et on a qualifié cet individu de salafi. Mais récemment, il a fait une vidéo en disant « Je ne suis pas salafi. Je ne suis pas salafi. Je me revendique de l'école malikite. » Oui, et objectivement, lorsqu'on regarde son parcours, il n'a jamais été salafi. Dans sa méthodologie, dans son look peut-être. Il se réclamait d'une orthopraxie, d'un littéralisme. Mais dans sa méthodologie, il était un musulman malikite, conservateur, voire ultra-conservateur. Même chose pour Nader Abou Anas. Nader Abou Anas, vous regardez sa biographie, il a l'apparat du salafi, mais il n'est pas
au niveau méthodologique salafi. Donc il faut... Attention, le malikisme est aussi très contraignant et très fondamentaliste aussi. Voilà. Le malikisme. Oui. C'est pas l'islam qu'on montre un petit peu, qui est édulcoré, qui est limite soufi. Exactement. Très sympa. Mais je pense en fait, si tu veux, que je dirais la confusion vient du fait que, si tu veux, l'utilisation du terme salafi sur le champ médiatique est essentiellement liée aux manifestations politiques du salafisme, c'est-à-dire l'islam politique militant. Et donc, par conséquent, lorsque, par exemple, toi tu appelles les déobandis, par exemple les déobands, qui sont en fait les talibans, par exemple, les talibans étaient déobandis au départ, et quand, en fait, si tu veux, pendant la guerre d'Afghanistan, je dirais la mouvance wahhabite et Ben Laden de l'époque qui embrassait la main du roi saoudien avant d'aller en Afghanistan. Donc quand le wahhabisme est rentré, il y a eu une immixtion entre les déobandis et les wahhabites, le courant politique des déobandis est devenu salafiste en fait. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a eu une immixtion entre les deux, et donc cet aspect du déobandisme que toi, par exemple, tu as pu voir à l'île de la Réunion et l'île Maurice, par exemple, n'est plus opérant sur le champ médiatique lorsqu'on parle du salafisme. Parce que ce qu'on essaye de désigner sur le champ médiatique, c'est essentiellement la manifestation politique et militante du salafisme. Et donc, par conséquent, on ne parle pas justement de l'école déobandi soufi. Enfin, je pose une petite parenthèse pour éviter de... Alors, djihadiste, bon, c'est le titre, salafisme djihadiste ou quiétiste. Bon, djihadiste, je pense qu'on sait un petit peu ce que c'est, mais on en parlera, mais quiétiste. Ça, c'est un terme qui est apparu récemment, il n'y a pas très longtemps, suite aux attentats, etc. Où vraiment, on a commencé à utiliser ce terme quiétiste. Mais comment le définir? Alors, c'est une tendance du salafisme qui renvoie quelque part à une approche littéraliste de l'islam, mais qui a la particularité d'être apolitique, ou on va dire politiquement passif, se désintéresse des questions politiques, quand bien même celles-ci concerneraient les musulmans en premier chef. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un rapport, une condamnation explicite à la violence. Et un troisième élément où on assiste particulièrement sur la pratique de l'islam et à l'éducation islamique, parce qu'on part du principe que les musulmans ont une pratique superficielle de l'islam et souvent une pratique biaisée de l'islam, une mauvaise interprétation de l'islam. Donc il est important quelque part de s'inscrire dans une démarche de rééducation religieuse. Donc c'est ce qui, quelque part, qualifie le salafisme quiétiste ou la tendance quiétiste du salafisme. Donc cet apolitisme, cette insistance où est-ce qu'on peut le trouver? Comment est-ce qu'il s'illustre aujourd'hui? Il s'illustre, la grande majorité des personnes qui se réclament du salafisme en France, en Belgique, en Italie. Salafisme quiétiste. S'inscrivent dans cette logique quiétiste. Voilà. Des gens qui se revendiquent d'un islam ultra-orthodoxe, ultra-conservateur, très critique à l'égard de la société d'accueil et en même temps très pacifique dans le rapport à l'autre dans la mesure où ils n'appellent pas à la violence. Et ils condamnent la violence. Et là, je pense qu'il y a un point de divergence important. Je pense qu'il y a un point de divergence entre nous, parce qu'en fait... Ouais, en fait, moi je vais définir le salafisme quiétiste comme étant finalement un rapport, comme il dit lui, je suis tout à fait d'accord avec lui par rapport à... il y a un rapport, on va dire, ultralittéraliste au texte, mais le gros problème, c'est que les composants qui mènent à la violence sont essentiellement des composants qui sont liés à la manière dont on perçoit l'autre. Or, le salafiste quiétiste, c'est un peu comme si tu dis, voilà, les acharites, les soufis, les chiites, les chrétiens, les juifs sont tous mécréants, mais je ne passe pas à l'action. Je ne vais pas agir d'une manière violente vis-à-vis d'eux. Mais l'idée même de polariser la société en groupes, en se prenant eux, si tu veux, finalement, pour l'incarnation du vrai et de la vérité, est tout à fait présente chez le salafiste quiétiste. La seule chose, c'est que le salafiste quiétiste respecte ce qu'on appelle l'autorité en place. À partir du moment où l'autorité en place lui permet de pratiquer sa religion, en l'occurrence pour lui, sa religion, c'est-à-dire s'habiller de cette manière-là, entendre éventuellement l'adhan dans les pays musulmans, que la femme puisse porter le foulard ou le niqab, pour lui, c'est ça la religion. À partir du moment où ces choses-là sont respectées, pour lui, il n'y a pas à se révolter contre l'autorité. Mais tous les ingrédients, je dirais, violents vis-à-vis de ce qui est différent de lui sont présents dans sa littérature et dans sa tête. La seule chose, c'est le passage à l'acte. C'est le passage à l'acte où il y a, on va dire... on va en parler parce que les salafistes quiétistes aujourd'hui sont parmi les premiers qui vont justement condamner Daesh, ils vont faire des tracts. Oui, mais ils vont les condamner. On va en parler juste pour bien qu'on déroule un petit peu en définissant. Puisqu'il y a aussi d'autres personnes qui se réclament de l'islam des origines. Les frères musulmans se disent ça aussi. Comment est-ce que distinguer par exemple les frères musulmans, on va dire avec Tariq Ramadan qui illustre un peu cette tendance, ou d'autres, je ne sais pas, oui, on va pas, l'UEIF, voilà.
Mais ils se réclament aussi, voilà, du salaf, de l'esprit des premiers temps de l'islam, etc. Mais pourtant, voilà, on ne les catégorise pas comme des salafistes. Je voudrais voir un peu... Alors il y a un problème de taxonomie en fait, il y a un problème de terminologie. Le fait d'avoir utilisé le salafisme, quelque part d'un point de vue académique ou d'un point de vue journalistique, c'est donner quelque part une caution à des individus qui, quelque part, disent voilà, nous sommes salafis, et donc on les projette quelque part dans une sorte de filiation, de fait, dans le salafisme ou chez les pieux ancêtres. Donc c'est leur donner quelque part une caution. Mais lorsqu'on est sociologue ou politologue, lorsqu'on est face à une personne qui vous dit je suis salafi, il faut le prendre comme argent comptant. C'est-à-dire que finalement, on regarde et on vérifie s'il s'inscrit véritablement dans une méthodologie particulière telle qu'elle est définie par le salafisme. Donc il y a un problème de taxinomie. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les frères musulmans, certes, se revendiquent quelque part du salafisme, parce qu'ils s'inscrivent dans une filiation qui remonterait jusqu'à l'époque du prophète, mais en même temps, ils sont très critiques par rapport au salafisme, c'est-à-dire qu'ils vont éviter à l'heure actuelle, objectivement, de se revendiquer salafi, alors qu'ils ne le faisaient pas forcément dans les années 90, parce que le salafisme est devenu, dans le langage courant, un terme qui renvoie directement à la violence, à l'État islamique ou à Al-Qaïda. Donc on va essayer de prendre ses distances par rapport à ce terme, même si on s'inscrit quelque part dans cette volonté de renouer avec l'âge glorieux. Donc c'est juste un positionnement stratégique. C'est un positionnement à la fois stratégique, mais également un positionnement doctrinal. C'est-à-dire qu'objectivement, d'un point de vue de la doctrine et du dogme, les salafis et les frères musulmans s'opposent. Les frères musulmans sont majoritairement acharites, alors que les salafis ne sont pas acharites. L'acharisme est en fait, si tu veux, tu pourrais peut-être vite faire une petite parenthèse pour que les gens comprennent l'acharisme, parce que l'acharisme est considéré comme étant le courant dominant. Les points de divergence fondamentaux. Oui, non, mais ça veut dire que le courant dominant dans le sunnisme, on va dire, c'est l'acharisme en nombre. Je dis bien en nombre, hein, d'accord, pas en termes de production littéraire, de la littérature. Mais enfin bon, par rapport à ça, je pense que les mouvements des frères musulmans doit être étudié d'une manière vraiment séparée, parce que les frères musulmans au départ, comme il dit, c'est un mouvement qui est acharite au départ, mais c'est un mouvement qui était essentiellement, pourquoi on appelle ça frère? Quand tu dis frère, ça veut dire que quelque part tu as un projet qui est de réunir. D'accord, tu ne peux pas être frère si tu n'as pas un projet. Donc déjà, il y a une stratégie politique qui consiste à réunir des gens qui sont censés être un peu différents, ce qui n'existe pas dans le salafisme. Sinon, tu t'appellerais pas frère musulman. Dans le salafisme, il n'y a pas ça. Donc cette idée qu'on se réunit, il n'y a pas ça. Pourtant, il y a des points de jonction. Non, il y a des points de jonction, mais je parlerai des points de jonction. Je parlerai des points de jonction après. Ouais. Mais l'idée des frères musulmans au départ, c'est de mettre le minimum en avant la doctrine, parce qu'en fait la doctrine est quelque chose qui divise. Tu vois. Donc par conséquent, quand tu es dans une logique politique, tu mets le moins en avant la doctrine, puisque sinon ton projet politique qui est de réunir ne peut pas fonctionner. Donc au départ, on a, si tu veux, ici un projet sociétal qui consiste à raviver le sentiment religieux, ramener les gens à l'islam en mettant de côté les divergences à caractère doctrinal. Et puis il y a cette vision qui est politique qui consiste à arriver au pouvoir en utilisant la réalité. C'est là où il y a une grosse différence en fait, si tu veux, avec le salafisme, c'est que le frère musulman va être théoriquement beaucoup plus réaliste dans sa manière éventuellement d'arriver au même objectif qui est de prendre le pouvoir et d'imposer en fait une vision de la charia qui peut aussi être effectivement différente, puisque l'acharisme et les hadiths sont différents par rapport à la compréhension même des textes. Donc l'idée, c'est que la critique des salafistes par rapport aux frères musulmans, c'est de dire vous avez un problème dans ce qu'ils appellent le minhaj. Le minhaj, c'est la voie qui mène à Dieu. Donc vous acceptez par exemple les principes démocratiques. Donc par exemple les frères musulmans acceptent l'utilisation des outils démocratiques dans l'objectif d'arriver à une fin différente, alors que le salafiste n'acceptera pas ça. Je te parle des premiers frères musulmans. Je te parle pas de la composante radicalisée des frères musulmans avec Saïd Qutb et autres, qui eux sont partis dans autre chose. Mais là, avec une petite émission, on n'y arriverait pas. Mais là, je voudrais juste compléter en fait ce que dit... ce qui a été dit, c'est que finalement, les salafis sont beaucoup plus conservateurs que les frères musulmans. Les salafis doivent être qualifiés d'ultra-conservateurs ou d'ultra-orthodoxes, alors que les frères musulmans doivent être considérés comme des conservateurs ou des orthodoxes parce qu'ils ont une capacité à négocier avec le réel. Ils sont dans une logique pragmatique. Là où les salafis vont être très critiques à l'égard de l'Occident, les frères musulmans vont considérer que l'on peut parfaitement dealer avec l'Occident et s'enraciner en Occident. Oui. Donc c'est un point, quelque part, d'un point de vue, une divergence très importante d'un point de vue politique, mais également sociétal. Oui. C'est là, évidemment, où il se critique quand même vertement entre les salafistes et les frères musulmans. On voit justement sur cette question de s'adapter, ce discours citoyen,
s'adapter à la démocratie, etc. Les salafistes sont intraitables là-dessus. Alors, ils ne Ouais. sont pas tous intraitables, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a vraiment des dynamiques extrêmement intéressantes et révélatrices de la mutation du champ du salafisme à niveau mondial, mais également au niveau francophone. On voit des mutations. On voit qu'un certain nombre de salafis ont hâté le fait qu'un positionnement aussi sectaire, aussi conflictuel avec les valeurs dominantes de la société occidentale n'est plus viable pour un certain nombre de raisons. On a pu voir ça comment? Vous avez un individu comme Nordin Aousset, Ouais. Ah, qui est sur le groupe d'ailleurs. voilà, qui nous et regarde. qui va conceptualiser, théoriser ce qu'il appellerait le salafisme participationniste. Autrement dit, un salafi qui s'intégrerait à la société dans laquelle on vit, qui accepterait les jeux démocratiques, les valeurs de la société occidentale, et en même temps qui s'inscrirait dans une lecture orthodoxe de l'islam et fidèle au salafisme d'une manière générale. Donc on voit quelque part que ça change et que ça mute énormément. Et quel est son argumentaire? Parce qu'il explique son positionnement, est-ce qu'il justifie son positionnement? Alors le positionnement est simple, c'est-à-dire que d'une part on fait un bilan critique des 20 ou 30 années de présence du salafisme en Occident. Donc, finalement on est arrivé, on a fait des prédications, ça a attiré du monde, mais finalement on arrive à un plafond de verre et on n'arrive pas à se développer. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est on est critiqué parce qu'on est considéré comme étant le sas à la radicalisation, donc il faut peut-être réfléchir à notre positionnement par rapport à la société d'accueil. Et en même temps, il y a un principe de réalité qui fait que l'utopie salafi n'est plus opérationnelle à l'heure actuelle. Par exemple, les salafis vont demander à leurs coreligionnaires de quitter l'Occident pour s'installer dans des pays musulmans parce qu'ils partent du principe qu'on ne peut pas vivre pleinement l'identité islamique, leur pratique de l'islam en société occidentale, et donc il vaut mieux partir sur la hijra, exactement. Oui. Certains ont abandonné l'idée. Finalement, on est né en Europe, on vit en Europe, nos familles sont en Europe, nos enfants grandissent en Europe, donc on est peut-être obligé de faire le deuil de cette utopie en prenant acte qu'on doit vivre de façon Donc c'est des mutations voilà. par rapport au principe de réalité. Principe de réalité. Et vous avez par exemple un certain nombre de salafis, dont Nordin Aousset, qui va appeler aux dernières élections présidentielles à voter. Ouais. À voter, c'est quelque chose, on va dire, d'assez exceptionnel dans le champ du salafisme, d'appeler à voter, à partir de tout un argumentaire religieux. Donc on voit que le salafisme, même s'il se revendique, on va dire, d'un modèle historique figé, connaît des mutations à l'heure actuelle. À mon avis, il s'est vite fait sortir du salafisme en disant qu'on peut voter. Parce que je pense que cet argument-là, en tout cas au niveau des autorités salafistes qui sont essentiellement en Arabie Saoudite, c'est un argument inacceptable. En tout cas, sur le plan doctrinal, j'ai jamais rien vu. On a pu entendre récemment que les Saoudiens avaient accepté le fait que les communautés vivant à l'étranger devaient s'investir dans... Oui, mais ils n'ont pas dit que vous pouvez aller voter, par exemple. Ils n'ont pas parlé de ça. En tout cas, je n'ai pas vu de fatwa de ce type-là. Alors, il y a des fatwas qui ne sont pas très connus. On retrouve sur Internet, et notamment sur YouTube, extrêmement intéressantes, qui expliquent les conditions dans lesquelles on peut voter en société occidentale. Moi, je ne les connais pas assez. Alors, l'un des plus fameux, c'est Al-Fahimi, qui l'a dit textuellement. Voilà, la possibilité de voter pour le moins pire. Donc ça fait longtemps, ça, déjà. Oui, mais c'est une fatwa qu'on a ressortie du tiroir pour pouvoir justifier ce type de salafisme participationniste. Vous avez d'autres théologiens comme Rouhaïli qui va expliquer que face à deux options politiques, lorsqu'on est musulman, on doit choisir pour la moins mauvaise, surtout lorsque l'alternative proposée est une alternative qui poserait problème à terme pour les musulmans. Donc c'est intéressant, c'est une brèche dans laquelle un certain nombre de salafis s'engouffrent pour pouvoir justifier du vote en Occident. Donc c'est intéressant de souligner ça en fait. Radaoui disait la même chose pratiquement. Oui, il disait la même chose. Et avec, on va dire, lui, c'était un charit. Voilà. Alors, donc on est bien d'accord, parce que souvent on entend que les salafistes n'ont rien à voir avec l'islam, surtout les violents. Hein, on est bien d'accord qu'ils s'ancrent dans l'islam, qu'ils ont une légitimité dans l'islam. Ils ont des ouvrages, ils ont une profondeur historique en vous écoutant. Et est-ce aujourd'hui même, on voit par exemple qu'ils n'ont pas du mal à s'implanter dans les pays musulmans, que ce soit du Maroc, dans tout le Maghreb, ils sont là. Est-ce qu'on peut encore parler de mouvements minoritaires? Alors, d'un point de vue quantitatif, c'est un mouvement minoritaire. Il ne représente pas l'orthodoxie. Ce qui est paradoxal dans le salafisme, c'est qu'il est
au niveau de l'orthodoxie, c'est une secte, mais au niveau de l'orthopraxie, c'est quelque chose d'important. C'est un mouvement qui représente l'orthopraxie et pas l'orthodoxie. Ça, c'est un élément important. D'un point de vue quantitatif, c'est ultra minoritaire. Mais d'un point de vue qualitatif, là, on passe à un autre niveau. Pourquoi? Parce que, comme ça a été très bien dit, il y a une production littéraire importante. Vous allez dans n'importe quelle librairie islamique en Europe, C'est eux. C'est eux. Les ouvrages sont des ouvrages qui viennent d'Arabie Saoudite, écrits par des théologiens saoudiens, yéménites, jordaniens, et qui appartiennent tous, de près ou de loin, à la tendance du salafisme. Vous allumez les Internet, vous avez beaucoup de chances de tomber sur des sites Internet qui se revendiquent du salafisme. Mais même si on reste simplement dans le monde francophone, ici en Belgique. Attends, parce qu'ici ta question était par rapport au salafisme djihadiste, oui, c'est si ça. j'ai bien compris. Ici, lui, il ne parle pas du salafisme Non, djihadiste. je reste sur le... Oui, parle du salafisme. voilà. Ok. Exactement. Sur le salafisme, après on parle L'importance. évidemment du djihadisme. Ouais. C'est un mouvement, on est bien d'accord, qui, même s'il est minoritaire, est reconnu par les gens d'un point de vue social. Par exemple, on les voit dans la librairie, ils sont un peu partout, effectivement, au niveau de la production littéraire. Excuse-moi, tu parles du salafisme. Du salafisme. Ok. Du salafisme. On les voit aussi dans les conférences, ici en Belgique par exemple. Je ne sais pas, tu me diras Oui, après. bien sûr, bien sûr. Majoritairement, c'est eux qui sont là. Pour ce qui est de la prédication, je pense que quand même ils occupent une grande part, en tout cas des années précédentes. Je ne sais pas un peu moins avec ce qui s'est passé, donc il y en a peut-être qui se cachent un peu plus ou voilà, qui s'adaptent. Mais on peut voir donc que ce n'est pas un mouvement minoritaire. C'est ça que Mais qu'est-ce que tu entends par minoritaire? La question est de savoir si tu C'est-à-dire- calcules, si tu parles de minorité sur le plan du nombre, en termes de en termes nombre. d'impact, Non, mais c'est pas la même chose. Tu vois, ici, tu utilises une variable qui est peut-être différente de la sienne. Lui, la Ouais, variable qu'il justement. prend en considération, c'est le nombre. Toi, tu prends l'impact. Tu vois? Oui, Oui. pour moi, Ok, je pense mais que- je l'impact, pense il se qu'on dit la calcule même comment? chose. Il se calcule comment un impact? C'est ça le problème. Non, tu mais vois? je vois où il va Sur en les venir, en masses. fait. Ouais. Objectivement, d'un point de vue statistique, c'est une minorité. Vous avez un certain nombre de chiffres qui circulent en France Ouais. qui estimeraient que le nombre de salafis avoisinerait le nombre de 20 à 30 000. Ouais. Sur 4 à 5 millions, c'est très faible. Mais il n'empêche que c'est une minorité que l'on pourrait qualifier d'active. Donc elle compense cette Oui. dimension minoritaire en Voilà. ayant une activité religieuse qui donnerait l'impression qu'elle représenterait la majorité. Oui. Et puis, comme tu disais, au niveau littérature, ils sont quand même, je dirais, grâce au fonds saoudien, c'est eux qui Oui. dominent. Et puis, entre nous, soit dit, si tu me dis, voilà, sur 1 milliard de musulmans, il y a 1 million, par exemple, de djihadistes, par exemple, ce qui représente une très faible minorité, c'est énorme. Ce que je vais t'expliquer par là, c'est que c'est pas en termes de nombre que ça se calcule. Si tu as 2000 djihadistes actifs en Belgique, par rapport aux 1 million Non, mais ça, de c'est par rapport à musulmans, l'impact par exemple. médiatique. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'en fait, il faut jamais, justement, sur ces questions-là, il faut pas utiliser la variable de nombre. Il faut utiliser la variable de Regarde, l'impact, par justement. exemple, le fait Tu vois qu'ils sont effectivement minoritaires d'un point de vue... La variable de la dangerosité pour le type de projet de société dans lequel on est. C'est cette Oui, variable-là qu'il faut prendre en Ok, bon, considération. djihadistes, C'est on pour va ça dire- que ces arguments du genre, on Djihad- peut entendre du genre, non mais c'est une petite minorité, Ouais. c'est pas des arguments qui tiennent la route, parce que la question n'est pas de savoir s'ils sont, s'ils sont minoritaires en nombre, Ouais. la question est de savoir quel est leur impact et quel est le nombre c'est de ça, gens justement, qui c'est ça. adhèrent à ces idées sans passer à l'acte. Oui, C'est voilà. aussi ça la question. Voilà, tu c'est ça, vois. c'est ça que je veux dire. Par exemple, quand il y a un phénomène de conversion, dans le monde francophone par exemple, c'est souvent une conversion au salafisme. Oui, c'est souvent une conversion salafiste. Quand une personne musulmane, déjà musulmane, se dit je vais revenir à l'islam, je vais bien pratiquer, etc., c'est pas en allant vers, je sais pas moi, le malikisme ou quoi que ce soit, c'est en allant vers le salafisme souvent. Je suis d'accord. C'est en voyant Je suis dans d'accord le avec toi. salafiste Mais là, la pratique là, de ça devient l'islam. plus complexe. Mais il y a un effet d'optique, une illusion Ouais. d'optique, qui donne l'impression finalement que ce mouvement est ultra présent. Oui. Il n'est pas ultra présent, il est minoritaire. Et il est véritablement pour moi, par rapport aux constatations empiriques que j'ai pu faire en Belgique et en France, il est sur le déclin. Est-ce qu'il n'est pas ultra légitime aussi aux yeux des musulmans? C'est-à-dire, ah, celui-là il porte la sunna, machin. Plus maintenant. Hmm. Plus maintenant. Pourquoi? Parce qu'on va identifier ces individus comme étant des gens qui sont potentiellement dangereux et qui pourraient quelque part, on va dire, créer de la zizanie. Ça c'est récent. Ça c'est quelque chose qui date de 4-5 ans.
Parce qu'ils ont eu des positionnements sectaires qui ont marqué, on va dire, les premières générations ou un certain nombre de responsables associatifs musulmans. Donc on se méfie maintenant. Autant dans les années 90, début des années 2000, on considérait que cet individu était une personne, on va dire, qui se convertissait au salafisme et qui pouvait être une personne sérieuse sur laquelle on pouvait compter. Maintenant, on identifiait le salafi à une personne qui est sectaire, dangereuse. Oui, encore une fois, c'est peut-être ça manque de recul. C'est peut-être juste un positionnement pour éviter les ennuis. Non, oui, c'est un positionnement, mais quand on revient, si tu veux, à ce qui se passe dans le fond, au niveau, à quel fond? C'est-à-dire au niveau de la légitimité, c'est-à-dire effectivement, est-ce que le salafisme n'illustre pas, n'incarne pas plutôt l'islam le plus légitime, le plus proche de la sunna, le plus proche du paradis, entre guillemets, pour un musulman? Pour un musulman? Oui. C'est-à-dire, comme j'ai dit auparavant, à chaque fois, quand vous avez des filles, par exemple, qui voulaient revenir à l'islam, entre guillemets, je vais faire taouba. Taouba comment? Par le jilbab, par la pratique, une orthopraxie extrêmement poussée pour attraper le retard. Hein. Et évidemment, pour une bonne orthopraxie, il faut passer par le salafisme. Hein. Et ainsi de suite. Donc, on voyait qu'il y avait une légitimité, que le salafi occupait presque une figure qui fascinait. Il y a deux problèmes ici par rapport à ce que tu dis, Ahmed. La première chose, c'est que pour moi, le salafisme incarne ce que moi j'appelle l'islam identitaire par excellence. Parce que tu sais, dans une religion, tu as toujours, selon moi, il y a trois aspects dans une religion. Tu as un aspect identitaire, tu as un aspect doctrinal, et tu as un aspect qui est lié à ton âme dans l'au-delà. Ça veut dire une promesse de salut de ton âme dans l'au-delà. Le salafisme incarne, si tu veux, cet islam identitaire par excellence. Or, quand tu te convertis, psychologiquement parlant, il y a un déplacement identitaire vers quelque chose de nouveau. Donc tu vas aller vers quelque chose qui est très ancré sur le plan identitaire pour marquer ton changement identitaire. C'est pour ça que la plupart des convertis vont vers le salafisme dans un premier temps, parce que le salafisme incarne l'extrême opposé de ton identité passée. Et pour que toi, sur le plan psychologique, tu puisses exister et te pérenniser, tu es obligé de choisir une autre identité forte, parce que tu ne peux pas choisir une identité faible. Et donc, par conséquent, ici, le salafisme joue un rôle très important. Le deuxième problème, c'est qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, en tout cas selon moi, dans le sunnisme, je dirais dans le sunnisme tel que je le vois, de discours construits alternatifs au salafisme qui donnent, on va dire, un fond suffisant que pour avoir un discours alternatif. Il n'y a aucune pensée où il y a une densité suffisante que pour que tu puisses venir dire cette vision de l'islam ne correspond à quelque chose qui n'est pas opérant ou quelque chose qui n'est pas valide. Donc on a d'un côté des salafistes qui incarnent cette espèce d'islam pur, ou alors d'un autre côté on a dans le milieu académique ce petit groupe par exemple de gens qu'on appelle les réformateurs qui travaillent dans un cercle très restreint sur le plan académique, mais qui n'ont aucun impact ni sur la pensée musulmane, ni sur les décrets religieux. Tu vois. Et donc on a cette dichotomie qui est très très forte. Et donc par conséquent, si tu combines le manque de discours alternatif et le fait que le salafisme incarne l'islam identitaire, c'est tout à fait normal qu'on observe les phénomènes dont il parle. Oui, et c'est des phénomènes qui étaient très visibles à Bruxelles dans les années 2000, mais qui tendent de plus en plus à s'invisibiliser. C'est-à-dire qu'on peut être surpris. Moi, j'ai fait du terrain en 2004, 2005, 2006, 2007 à Bruxelles, et j'étais véritablement marqué par l'ultra-présence physique, sociale du salafisme. Oui. Voilà, c'était des choses qu'on ne voyait pas en France. C'était toujours un travail de comparaison. Et donc, je voyais Bruxelles comme une sorte de capitale du salafisme. Or, lorsqu'on se promène dans les rues à Bruxelles, dans les différentes communes à Bruxelles, on ne peut être que surpris de l'absence ou de la quasi-absence ou de la quasi-invisibilité du salafisme dans les rues bruxelloises. Les prédicateurs qui tenaient le haut du pavé dans les années 90 et 2000, maintenant ils ne sont plus aussi actifs. Ils n'ont plus le crédit qu'ils avaient dans les années 90. Il y a un phénomène d'usure du salafisme. C'est pas qu'on est fatigué, c'est qu'il était intéressant à l'époque parce qu'il était nouveau. Maintenant il fait partie du paysage. Donc il est plus si intéressant que cela. On avait qui comme figure de proue? On avait Moustapha Kastit par exemple. Ardo en Belgique. Ouais, en Belgique. On les a toujours. Oui, mais il n'arrive plus à drainer les foules. Et c'est un discours qui est un peu en déphasage avec les attentes des jeunes générations. Et qu'est-ce qui explique justement c'est une question générationnelle. Kastit et Haddash, au quel âge ils approchent la cinquantaine. Et ils s'adresseraient à des gens qui ont 20 ans. Et c'est un discours qui est présent depuis 20 ans. Donc c'est un peu comme une star
qui passe régulièrement à la télévision depuis 20 ans. Vous êtes intéressé par cette star? Non, vous voulez de la nouveauté. Et vous cherchez de la nouveauté. Donc les nouveautés, ce sont des Johnny nouveaux. Hallyday, par exemple, il a continué à... Ouais, c'est l'exception. Voilà, c'est l'exception. Mais Oui. on cherche du nouveau. Et on cherche parmi des nouveaux prédicateurs qui ont le goût du salafisme, qui ressemblent à du salafisme, mais qui ne sont pas forcément des salafis. Nader Abou Anas, qui a une trentaine d'années, Rachid Abou Deifa, qui a également une trentaine d'années, qui sont nouveaux, qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Ouais. Voilà. Et qui arrivent, grâce à des vidéos, à attirer les foules, à attirer du monde et à apparaître comme les nouvelles autorités ou les nouvelles figures, non pas du salafisme, mais du fondamentalisme ou du littéralisme religieux. Ok, donc il y a un renouvellement générationnel chez les salafistes. Il y a un renouvellement générationnel, même si pour moi, j'ai l'impression, objectivement, que c'est quelque chose qui décline, pour un certain nombre de raisons. Le manque de légitimité auprès des primo-migrants, la dynamique sectaire, le fait que finalement il y a un temps biographique qui vient s'installer dans le parcours du salafi, c'est-à-dire qu'on peut être salafi quand on a 20 ans, mais quand on a 40 ans, c'est un peu difficile d'avoir des positionnements salafis. Donc on euphémise son appartenance salafi de sorte que finalement elle puisse être compatible avec la vie en Occident, par exemple. Donc tout ça fait que j'ai le sentiment... Mais justement les jeunes, parce que les nouvelles générations, est-ce qu'elles suivent encore ces salafistes médiatiques? Très peu. Non? Très peu. Pour moi, oui. Il suffit, on va dire, pour en avoir une idée claire, il suffit d'aller sur les comptes de Facebook de Rachid Haddash ou de Mustafa Kastit. Mustafa Kastit doit avoir 20 000, 30 000 followers. C'est bien, mais c'est véritablement en deçà de ce qu'il aurait pu avoir dans les années 2000. Oui, si Facebook mais quand on voit Rachid Abou Deifa, c'est des millions. Et ce sont des millions. Ouais. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même un... Mais c'est le même discours. Il n'y a pas une... Je vois pas une différence fondamentale. C'est toujours les mêmes liés à la morale, fais pas ci, fais pas ça. Le fond est le même, Ouais. mais la forme est complètement différente. Il faut se rappeler des conférences de Mustafa Kastit. Ouais. Elles avaient une dimension un peu austère. On allait à la mosquée, on écoutait Mustafa Kastit. C'est les moyens qui changent peut-être. Voilà. À l'époque on se déplaçait parce qu'il n'y a pas Internet. Voilà. Aujourd'hui, bon... Maintenant, il y a Internet. Voilà, c'est à la portée de clic. Et les vidéos de Rachid Abou Deifa, elles sont ludiques. Elles sont intéressantes à regarder au niveau de la forme. Il y a une sorte de mise en scène, un montage qui Mais donc il y a plaît. toujours cette même fascination chez les jeunes pour ces messages fondamentalistes. Ben oui, parce qu'on part du principe que l'habit fait le moine. À partir du moment où on a un look qui, semble-t-il, serait religieux et islamique, forcément, il serait plus intéressant de l'écouter. Donc les prédicateurs ont parfaitement compris ça. C'est-à-dire que j'ai tout à fait, on va dire, intérêt à me présenter, si je veux avoir un discours religieux, à avoir un look de religieux. Ouais. Si je n'ai pas un look de religieux, j'ai une partie de mon crédit, de ma légitimité tombe. Mais est-ce que c'est eux qui occupent tout le marché de la jeunesse ou bien est-ce qu'il y en a d'autres à côté quand même il y a un autre discours parallèle Il y a des discours, si vous voulez, parallèles. Vous avez les discours de Mohamed Bajrafil, par exemple, d'Omerou Maranjou, mais ce sont des discours qui ont du mal à percoler, du mal à séduire. Pourquoi? Parce que c'est un discours qui se veut... Omerou n'est pas imam. Non, oui, c'est un sociologue, mais qui a quand même des positionnements religieux, et qui appelle quand même une forme de réforme de l'islam. Mais c'est un discours qui est un peu trop nuancé, et un peu trop intellectuel pour des individus qui sont en quête identitaire. Lorsque vous êtes en quête identitaire, vous cherchez quoi? On cherche un kit religieux pour pouvoir répondre à son identité. Je ne sais pas si tu te souviens le débat entre lui sur Ma TV, entre Omerou et Nordine Aoussat, à l'époque où il y a eu cette question de la réforme, que le mouvement Kawakibi, le Ghanan Ibrahim, Bajrafil, etc. Mais Nordine Aoussat a eu l'ascendant ce jour-là sur Omerou. Je me souviens, Omerou il avait peut-être conscience du fait qu'il n'était pas légitime, qu'il n'avait pas l'histoire avec lui. Et là, Nordine Aoussat s'est amusé en lui disant « Mais non, mais c'est quoi cette question de réforme? On n'a rien à réformer du tout. Il faut réformer les comportements. » Enfin bon, les discours habituels. Et là, on a pu voir la force du discours fondamentaliste. En tout cas, c'est une force, c'est la force du discours fondamentaliste. Du paradigme, parce qu'il correspond quelque part à l'état d'esprit de la communauté musulmane qui est foncièrement conservatrice et fondamentaliste.
Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler de ce qui s'est passé il y a quelques années. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est-à-dire qu'il y a quelque part, s'il y a autant de fondamentalistes ou s'il y a une légitimité des fondamentalistes, c'est qu'il y a une aspiration de la communauté musulmane ou des communautés musulmanes à ce discours fondamentaliste. Ou alors à un sentiment religieux qui s'exprime uniquement, malheureusement, de par le fait qu'ils recherchent une identité dans ce discours-là. Oui, il y a C'est ça bon. aussi, mais je vais vous donner un exemple précis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait une sorte de dispute entre deux écoles quant à la détermination du début et de la fin du Ramadan. On a vu une école réformiste qui disait qu'il fallait commencer et déterminer la fin et le début du Ramadan sur des calculs astronomiques. Donc c'était des gens comme Nabil El-Nasri, Mohamed Ramoussi. et exactement, en disant finalement on doit quelque part se coller aux impératifs de la vie occidentale. Et on avait une posture beaucoup plus fondamentaliste, beaucoup plus conservatrice en disant non, calcul astronomique, c'est pas possible. Pour une simple bonne raison, c'est que le prophète de l'islam ne faisait pas de calcul astronomique. Il déterminait le début et la fin du Ramadan à travers l'observation de la nouvelle lune. Quel fut le positionnement des musulmans, notamment français et belges, sur cette question-là? Ils ont tous suivi l'avis le plus conservateur. Pourquoi? Parce que l'avis le plus conservateur est, dans leur esprit, gage de fidélité à l'islam originel. C'est ça. Et lorsque vous êtes un musulman, l'interprétation c'est peut-être intéressant, mais l'objectif c'est de vous coller le plus à ce que vous considérez comme étant l'islam le plus authentique. Et l'islam le plus authentique, c'est celui qui n'introduit pas d'interprétation, ou de réflexion, ou de rationalité. Donc on est toujours dans une démarche un peu frileuse, on n'ose pas trop, on est encore, on va dire, tributaire, en tout cas pris en otage par ce discours fondamentaliste, qui est encore très peignant. Mais justement, moi, ce que j'observe aussi, c'est, pour être salafiste, il ne s'agit pas simplement de porter une barbe, siwak, voilà, la mosquée, les chaussettes, enfin, les pantalons courts et des trucs comme ça. Il y a une mentalité salafiste qui est imprégnée. C'est-à-dire qu'on voit les communautés marocaines, maghrébines, etc., ici en Belgique, partager les positionnements conservateurs des salafistes. C'est-à-dire, voilà, sur la question de la mixité, par exemple, sur la question, je sais pas moi, des trucs vraiment chers aux salafistes, sans qu'il y ait forcément une pratique salafiste, c'est-à-dire la prière à l'heure, voilà, donc les pratiques ultra normées, etc., sur mesure, mais il y a sur certains points des convergences. Hein? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Alors, il y a une hypothèse qu'il faudrait véritablement tester, c'est sur le développement et l'importance du salafisme à Bruxelles dans les années 2000. Comment ça se fait qu'à Bruxelles, on a eu autant de salafisme et le salafisme a tellement explosé durant cette décennie? Mon hypothèse est la suivante, c'est qu'il y a un phénomène d'homologie, de superposition entre l'offre salafie conservatrice et la culture religieuse des musulmans maghrébins vivant à Bruxelles, majoritairement d'origine marocaine, mais également majoritairement d'origine rifaine. Et les rifains sont connus pour être peut-être les plus conservateurs des Marocains du Maroc. Donc, superposition. Donc, quelque part, les rifains de deuxième génération ont trouvé dans le salafisme un avatar islamique de leur culture d'origine. Donc, ce qui peut expliquer, par exemple, le succès du salafisme dans les années 90-2000 à Bruxelles. Très bien. Alors, justement, on va attendre que Mali revienne. Je vais peut-être regarder les commentaires des membres. Alors, n'hésitez pas, cette émission est interactive. Je prendrai vos remarques, vos questions en direct. Je regarde en même temps. Parce que cette question du salafisme quand même occupe, voilà, c'est quasiment quotidien, on en parle constamment, mais c'est souvent sous le côté djihadiste qu'on parle. Alors, on a pu voir avec l'apparition du djihadisme, donc avec l'État islamique, lorsqu'ils sont venus avec un État, tu vois, les fameuses vidéos, hein, voilà, Dawlatul Islam Muqamat, etc. En Irak, en Syrie, on a cassé les frontières, la fraternité musulmane, on a mis en place
la zakat, on a mis en place un État, on a mis en place un système pénal, etc., etc. Mais pendant des années, ici en Belgique, en France, on a vanté ce système. Je veux dire, sans être des salafistes djihadistes, on a pu voir des prédicateurs dire ah, si seulement, voilà, nous, vous savez, à l'époque de Omar ibn Khattab ou de Omar ibn Abdelaziz, il y avait la justice de cette façon-là. Et on a constamment vanté une histoire que Daesh, entre guillemets, a matérialisée. Oui. Hein, et pendant des années, il y a pour le hijab, parce qu'on n'est pas sous un État islamique. Si on était sous un État islamique, eh ben, les femmes travailleraient à l'aise, on ne les importunerait pas, etc., etc. Daesh a fait ça. Daesh a accompli tout ça. La zakat, si on faisait la zakat, eh bien, il n'y aurait plus de pauvreté dans le monde. On disait ce genre de choses. Ça circulait un peu partout. Daesh leur a dit, écoutez, voilà, on fait la zakat. Hein. Et à ce moment-là, on a pu voir une réaction inattendue des prédicateurs musulmans ici, qui ont pendant des décennies vanté ce système. Quand ils ont vu Daesh, ils ont dit ah non, ça c'est pas l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam. Non, on comprend pas, on rejette ça, etc. Et certains ont pu trouver un malaise devant ce positionnement des prédicateurs qui sont ici, qui ne se réclament pas du djihadisme, en se disant mais il y a un problème là, il y a un double discours. Comment ça se fait? Mais non, ce qui est paradoxal, c'est que Daesh a mis en application ce que beaucoup de théologiens pensent fondamentalement. Ouais. C'est très intéressant. Lorsqu'on regarde les textes religieux défendus par Daesh, et lorsqu'on regarde et analyse les textes religieux de cet islam institutionnel, de l'islam soufi, etc., vous avez beaucoup de proximité. Et finalement, Daesh n'a fait que mettre en application ce qui a été dit pendant des années par un certain nombre de prédicateurs. Exemple, sur la manière de rattraper le ramadan lorsqu'on le rompt de manière volontaire. Vous avez plusieurs manières. Et l'une des manières, c'est de libérer les esclaves. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que dans le fiqh, on justifie quelque part de façon implicite et en creux le fait de posséder des esclaves. Et ça continue quelque part à être enseigné dans les instituts de théologie islamique. Et lorsqu'on regarde en Syrie, en Irak, dans les zones qui étaient contrôlées par Daesh, force est de constater qu'ils avaient des esclaves. Donc, quelque part, Daesh est en parfaite conformité avec les traités de jurisprudence de l'époque médiévale ou même contemporain, s'agissant de l'esclavage ou s'agissant du djihad. Ils ne font qu'appliquer ce qui existe déjà. Donc il y a une sorte de continuité. Je ne dis pas qu'il y a un lien et que ces théologiens présents à Bruxelles, en France ou en Grande-Bretagne ont participé de cette dynamique de radicalisation, mais il y a une sorte, quelque part, pour reprendre l'expression d'Omero Maranjou, un paradigme de l'hégémonie qui a été développé depuis le 8e, 9e siècle, qui a été enseigné et qui continue à être enseigné par les théologiens d'islam, par les prédicateurs religieux, sur lequel c'est venu greffer les radicaux, Daesh, l'État islamique, Al-Qaïda, et ça explique quelque part la facilité avec laquelle un certain nombre de jeunes ont été fascinés, attirés par le discours de l'État islamique, parce que quelque part, ils ont baigné depuis leur temps d'enfance dans ce paradigme de l'hégémonie. Oui, mais ici, il faut quand même mettre en avant aussi, le rôle de l'État saoudien en tant que tel, c'est-à-dire avec les pétrodollars et les moyens financiers ont été tellement importants. Et on va dire la naïveté ou alors la complicité des gouvernements européens a été telle qu'en fait, je dirais, il y a une grande part de responsabilité dans le fait que cet islam, que moi j'appelle l'islam McDonald's, en fait, s'est répandu à travers le monde, cette espèce d'islam sans nuance, cette espèce d'islam où c'est soit blanc, soit noir, où c'est 1, 2, 3, allo fatwa, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nuance, il n'y a plus de densité, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des réponses, il n'y a plus que de la jurisprudence. C'est quelque chose qui est fondamentalement propagé par un islam saoudien avec la complicité des États européens. Alors, on a pu voir les salafistes qui sont en perte de vitesse. Hein. Je prends quelques questions, quelques remarques. Mais on peut voir aussi maintenant d'autres mouvances, en France notamment, avec la mouvance Ennasri, qui essaye aussi de récupérer la mise, entre guillemets, le vide, parce que la nature a horreur du vide, on dit souvent, et donc certains vont entrer dans la brèche, et ils vont aussi essayer de confisquer le débat. Je ne sais pas si tu remarques ça. Est-ce qu'il y a d'autres tendances, tout aussi fondamentalistes, mais qui savent aussi jouer,
qui essayent de récupérer le terrain. Moi, je pense qu'il ne faut plus raisonner en termes de tendance Ouais. ou en termes de courant d'islam. C'est-à-dire que c'était un paradigme qui était opérationnel pour pouvoir comprendre ce qui se passait dans les années 90 et Ouais. 2000, où lorsqu'on était un jeune musulman européen, on avait nécessairement besoin de s'intégrer à un mouvement, de s'intégrer à un courant d'islam, de suivre les conférences de Tariq Ramadan, de suivre les conférences de Mustafa Kastit, etc., etc. Là, on est dans un rapport de plus en plus individualisé au savoir religieux et à l'islam et à la communauté musulmane. On n'a pas besoin nécessairement de se greffer à une communauté, de se greffer à un courant de l'islam. Donc on est dans une sorte de bricolage, on a affaire à des butineurs du religieux. On va prendre un peu de ça, on va prendre un peu de ça, et on va en faire un mix. Et c'est ça, si vous voulez, quelque part la nouveauté, on va dire, pour ces jeunes générations d'une vingtaine d'années. On va se dire finir musulman, on va suivre les conférences de Mustafa Kastit, et on va suivre les conférences de Rachid Abou Hudayfa, et en même temps, on va en prendre sa distance. Et ce qu'il ne faut surtout pas, on va dire, sous-estimer, c'est que même si on a affaire à des individus qui se réclament du salafisme, ou même qui se réclament du djihadisme, il n'empêche que ce sont des individus qui ne sont pas figés socialement. Dans le sens où il y a toujours un travail de réappropriation avec la norme, avec le dogme. C'est-à-dire que même si le dogme leur dit blanc, en fonction du contexte, ils vont dire, bon, je vais peut-être blanc, mais je vais mettre du gris sur ma palette. Et il y a plein d'exemples. Lorsqu'on pose la question à un salafi, mais tu critiques l'Europe, va dans un pays musulman, faire ta hijra, il va développer tout un argumentaire qui va quelque part justifier sa présence en Europe. Ouais, mais pour l'instant, j'ai pas trop le temps, j'ai pas les moyens, etc., etc. Alors justement, ma question, c'est peut-être la méthodologie, je pose la question au sociologue, c'est comment est-ce que tu analyses ce phénomène salafiste? Est-ce que c'est à travers la production littéraire? Ou est-ce que c'est à travers la discussion avec eux, avec ce qu'ils veulent bien dire d'eux-mêmes, ou c'est les deux approches? Alors moi, pendant longtemps, je suis parti du postulat que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les textes salafis qui font les salafis, mais plutôt les salafis qui font le salafisme. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai fait énormément de terrain, discuté avec les gens qui se réclamaient du salafisme, parler avec eux, échanger avec eux, passer du temps avec eux, parce que je voulais quelque part leur donner la parole, ne pas parler à leur place et essayer de comprendre ce qu'est être salafi en Europe, comment ils le vivent au quotidien. Donc c'est passé par un certain nombre d'entretiens, d'observations, j'ai fait des matchs de foot avec eux, des barbecues avec eux, je suis sorti dans les centres commerciaux avec eux, on a passé du temps et ça m'a permis de donner de l'épaisseur. Et de comprendre quelque part en profondeur ce qu'ils sont véritablement au-delà de leur discours. Qu'est-ce qu'ils sont au-delà de leur discours? Et je me suis aperçu que, au-delà de leur discours, au-delà de leur positionnement souvent théâtralisé par rapport à l'islam, ce sont des gens qui ne sont pas plus différents de toi ou de moi. C'est-à-dire qu'ils ont finalement les mêmes aspirations que n'importe quel jeune européen d'une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années. Se marier, avoir des enfants, avoir un travail. Ni plus ni moins. Et peut-être avoir une vision religieuse ou spirituelle. Voilà. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, on va dire, en travaillant sur le salafisme. Ok. Alors, donc ça c'est le salafisme quiétiste. Oui. Hein, très peu pas du tout de djihadistes peut-être Alors, et ça c'est un point, il faudrait peut-être en parler parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la manière de voir les choses, mais effectivement, d'un point de vue empirique, et ça c'est les chiffres qui parlent et c'est les constatations empiriques, il n'y a pas de lien mécanique entre le salafisme quiétiste et le djihadisme. Il n'y a pas de lien mécanique, il n'y a pas de relation mécanique. Il y a une séparation. Là. Il y a une séparation. C'est un peu comme un individu qui va commencer à fumer et on va suspecter automatiquement qu'il va peut-être se droguer dans quelques mois. Ce n'est pas aussi automatique que ça. Il y a des variables qui doivent venir se greffer. Non, mais c'est lié quand même. Il n'y a pas de lien. Force est de constater qu'il n'y a pas de lien. Pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, ils se jettent mutuellement l'anathème et c'est très violent. Les salafiquettistes vont accuser les djihadistes d'être des chiens de l'enfer. Les djihadistes vont accuser les quiétistes d'être des mourjis, des attentistes, ils attendent trop, des collaborateurs des régimes occidentaux et saoudiens. Et donc déjà à ce niveau-là, il y a véritablement un clivage. Salafi du trône. Exactement, salafi du trône, Salafi, etc. Donc déjà, d'un point de vue quelque part verbal, discursif, il y a des oppositions. Ensuite, d'un point de vue dogmatique, ça c'est très intéressant, et ça c'est des mutations qu'on retrouve à l'heure actuelle,
c'est qu'il y a une divergence très forte sur des points de doctrine qui sont centraux, sur la notion du tawhid, sur le tarout, sur la hijra, et sur le rapport à la violence, sur le rapport à l'autorité. Pour les salafiquettistes, quelle que soit, on va dire, l'autorité à laquelle on a affaire, on n'a pas à se rebeller. Pour les djihadistes, c'est une obligation, parce que cet État, même s'il est musulman ou se dit musulman, est un État tarout, un État idolâtre, qui ne respecte pas les principes de base de l'islam. Donc vous avez des points de divergence. Et pour moi, et mon hypothèse, après, on va en discuter, c'est que la divergence est telle que l'on n'a plus affaire à une mouvance identique. C'est-à-dire qu'il y a une autonomisation, une polarisation de ces deux tendances, de sorte que les salafis-kétistes doivent être qualifiés de salafis, et les salafis djihadistes, non plus de salafis, mais de djihadistes, parce qu'ils ont plus de points communs avec les djihadistes qui ne sont pas salafis, qu'avec les salafistes qui ne sont pas djihadistes. Okay. Et là, on a pu voir, notamment, ils ont distribué des tracts. Exactement. Voilà, nous n'avons rien à voir avec les djihadistes, avec les daïchiens, des trucs comme ça. Bon, je pense que par rapport à ce qu'il vient de dire, donc par rapport à l'exemple que tu donnes, je pense que l'idée qu'un salafiste, quand tu le fréquentes, finalement, son objectif c'est de se marier et avoir des enfants, même un nazi, il veut avoir des enfants. Je ne compare pas le salafiste au nazi, mais je veux dire, le fait que quelqu'un ait une prétention à vouloir une famille et des enfants, en tant que tel, m'intéresse plus de guerre. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ses idées impactent ses comportements. L'idée, c'est pas... Ce qu'il fait, c'est la manière dont ses idées, par exemple, quand une femme va venir qu'il ne connaît pas, parce que tout simplement, culturellement ici, quand une femme ne te connaît pas, elle te donne la main, elle te serre la main, est-ce qu'il va lui serrer la main? Est-ce qu'il va laisser ses enfants, par exemple, aller à la piscine? Je dirais, c'est l'impact de ses idées sur ses comportements et l'impact de ses comportements sur la vie en commun qui m'intéresse. D'accord. Tu vois? Donc ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, par rapport à la divergence qui existe entre les différentes formes de djihadistes, je pense qu'une grande partie des morts en Syrie parmi les djihadistes, c'était entre Jabhat el-Nusra et Daesh. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui est plus gentil que l'autre? Bien sûr que par rapport à Daesh, tout le monde va paraître comme un enfant de cœur, même Jabhat el-Nusra. Mais l'idée, est-ce que Jabhat el-Nusra, ceux qui ont commis, on va dire, les attentats du 11 septembre, par exemple, est-ce que, par exemple, Al-Qaïda est modéré parce qu'il existe Daesh? Ou est-ce que, par exemple, je vais ne pas les mettre dans le même sac? Bien sûr que je ne vais pas les mettre dans le même sac parce qu'il y a des divergences doctrinales. Abu Musab el-Souri, il n'a pas produit la même chose que Zawahiri. Non, mais je dis que tout simplement, en fait, si tu veux, le fait qu'il existe des divergences entre ces mouvements en tant que tels ne change rien sur la nature même de leur vision du monde polarisée, leur vision même du fait qu'ils incarnent le vrai, la vérité, à l'exclusion de l'ensemble des autres. Et bien évidemment, quand tu rentres dans l'idée que moi je suis le groupe sauvé, ou moi j'incarne le groupe sauvé, il y aura toujours une surenchère. C'est comme ceux qui ouvrent la porte de l'extrême droite. Tu trouveras toujours des gens qui vont te déborder à droite. Ça veut dire que tu dis, voilà, moi, je suis la droite. Puis tu vas trouver quelqu'un qui va être un peu plus extrême que toi, il va dire, toi, t'es pas assez à droite. Donc ça veut dire que tu n'incarnes pas assez la droite. Et puis quand toi, tu es dans l'extrême droite, tu trouveras quelqu'un qui viendra encore plus à ton extrême et qui te dira, toi, tu es trop modéré. Et donc, inévitablement, quand tu ouvres la porte de l'extrême, il n'y a plus de possibilité de la fermer parce qu'en fait, il va y avoir une surenchère de l'extrême. Donc pour moi, par rapport à ça, ce qui m'intéresse, c'est les idées qu'ils partagent. Et les idées qu'ils partagent, il y a un paradigme commun qui est pour moi très opérant, qui est cette idée qu'ils incarnent le vrai à l'exclusion des autres, qui est le fait qu'on voit les autres comme étant des apostats et des mécréants, et le fait qu'on n'accepte pas la société plurielle dans une logique de vivre ensemble, dans la paix et l'harmonie, et qu'on cherche à imposer une certaine vision de la charia qui, attention, qui n'est même pas la charia vue par les hacharites, par les chiites, elle est encore différente. Mais on impose une certaine vision de la charia ahistorique qui ne prend plus en considération l'historicité et qu'on essaie de l'imposer d'une manière abrupte telle qu'elle existait au 7e siècle dans une société moderne. Et ça, que ce soit Al-Qaïda ou que ce soit Daesh, la seule divergence qu'ils avaient, c'était que pour Daesh, c'était international, et que pour Al-Qaïda, ils acceptaient éventuellement le côté national de la chose. C'est-à-dire, en fait, c'est pas en dehors de nos frontières. Tu vois? Et c'était ça, d'ailleurs, qu'il y avait le débat qu'il y avait entre les talibans et Al-Qaïda également à l'époque, c'était ça. Les talibans disaient, nous, on va serrer notre lutte à l'intérieur de l'Afghanistan. Al-Qaïda disait, non, si nos ennemis nous frappent ici, on peut aller les frapper jusqu'aux États-Unis. Alors que, par exemple, les talibans disaient, non, nous, notre guerre, elle est ici, elle n'est pas ailleurs. Tu vois? Donc il y a des divergences entre eux. Bien sûr qu'il y a des divergences entre eux. Mais est-ce que la matrice idéologique n'est pas commune? Bien sûr qu'elle est commune. Alors,
Lui, en gros, voilà, tu dis qu'il y a simplement une différence de degré Oui. entre salafistes et djihadistes. Moi, je défends qu'il y a une différence de nature à l'heure actuelle. Oui. Voilà. On peut Et on en débattre avait de parlé. ça. Oui, on en avait déjà parlé. On en avait Oui. parlé la dernière fois. Pour moi, de façon, on va dire, très On prosaïque. joue le match. Hein. On rejoue le match, voilà. Laisse jouer le match. C'était un match nul la dernière fois, c'est un match retour. Voilà. Non, j'avais dit tout simplement que j'avais utilisé cette image, c'est-à-dire que les quiétistes ou les salafis sont aux djihadistes ce que la gauche démocratique est au Khmer rouge. Vous avez des trajectoires, vous avez une matrice certes commune, mais vous avez des trajectoires socio-historiques tellement importantes qu'à l'heure actuelle, il est difficile de considérer que ces deux mouvements appartiennent à la même tendance. Ça, c'est un élément fondamental. Ensuite, je ne suis pas là pour défendre le salafisme ou faire l'avocat du salafisme, mais force est de constater que le salafisme, effectivement, pose question. Je ne dis pas pose problème, mais pose question par rapport à la question du vivre ensemble. Quel est le rapport d'une minorité religieuse qui est le produit de l'immigration par rapport à l'altérité, par rapport à l'autre et par rapport à la société d'accueil? La réponse apportée par le salafisme, c'est l'indifférence. À vous votre religion, à moi la mienne. Je ne me mélange pas avec cette société. Attention, moi par rapport à ça... Et en même temps, oui. je respecte quelque part ces lois, mais symboliquement, je marque mon désaccord. Ça, c'est... Oui. Je finis. Et chose intéressante, c'est que plus les salafis mûrissent, plus ils vont développer une stratégie pragmatique par rapport à la société d'accueil et d'accommodement à la société d'accueil. Ok, ça je ne rentrerai pas là-dedans. Mais Vas-y, l'idée selon m'intéresse. laquelle, à un moment donné, le salafiste dit, voilà, le chrétien est un mécréant, le juif est un mécréant. Tu sais, je me rappelle encore ici de discours que tenaient justement ces salafistes dans les années 2000, en plein milieu de la guerre du Midi, où le salafiste disait des choses qu'on entend très couramment dans le salafisme. Ne laissez pas vos enfants jouer avec les enfants des chrétiens et des juifs. Tu vois, ce genre de discours que tu entends en plein milieu d'une ville européenne par rapport à une certaine vision où il ne faut pas trop se mélanger. Quand à un moment donné, tu comprends, si tu veux, qu'on est dans une vision polarisée et qu'on considère tous les autres comme des mécréants, inévitablement, ce qui va différencier l'un et l'autre, c'est est-ce qu'on est en guerre ou pas, puisque l'ensemble de la littérature et le rapport au texte est le même. Ça veut dire, c'est pourquoi toi tu viens de dire que par rapport à Daesh, en fait, ils n'ont fait que mettre en pratique. Parce que tout simplement, quand le salafiste, qui a toutes ces idées par rapport aux mécréants, par rapport au vivre ensemble, va se considérer comme un état de guerre, est-ce qu'on est attaqué parce qu'on est musulman? Ben oui, et ben à ce moment-là, ben ces mécréants deviennent des ennemis, et leurs enfants deviennent des butins de guerre, et leurs biens deviennent des butins de guerre. Donc en fait, si tu veux, le problème, c'est que si tu ne comprends pas qu'avant la violence, il y a d'abord une matrice et un ensemble d'idées qu'ils partagent, la violence n'est qu'une continuation de ces idées. Alors évidemment, toi, tu peux ne pas l'observer dans une perspective sociale, mais la perspective sociale n'est pas opérante, selon moi, sur cette question-là, pour les raisons dont on a Tu discuté. l'observais à quel niveau, d'un point de vue concret, en fait? C'est ce continuum, en fait, entre ce discours polarisant et cette violence. Mais parce qu'en fait, c'est un ensemble d'idées qui donne corps à un ensemble de comportements. Et c'est là où est tout le problème de la sociologie moderne, surtout en France et en Belgique et ailleurs, c'est qu'ils sont tellement dans une logique de mettre de côté l'impact des idées sur les comportements qu'inévitablement, on essaie d'expliquer le comportement non pas à partir de la perspective de l'idée, mais à partir des perspectives, des structures sociales qui donnent naissance au comportement. Par conséquent, c'est là où est, pour moi, tout le problème. C'est que dès qu'on... Excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour toi, mais le gros problème, c'est de mettre des sociologues sur cette question. Tu vois, les sociologues qui ont été formés dans les départements, aujourd'hui en Belgique et en France, sur ces questions-là, n'arrivent pas à insérer l'idée que des idées puissent donner naissance à des comportements. Et pour eux, comme les comportements ne peuvent être le fruit que d'une interaction de structure sociale et de rapport de force politique, on se retrouve dans une perpétuelle, sempiternelle sociologie de l'oppression, dans lequel finalement on pourrait, si on suit logiquement cette idée-là, dire que ces minorités religieuses sont finalement des victimes de quelque chose et qu'il incombe au plus fort de redistribuer les ressources d'une manière plus équitable pour diminuer le phénomène de la radicalisation religieuse. Par conséquent, la radicalisation religieuse ne serait que une redistribution asymétrique des ressources. Alors évidemment, on est passé
de l'économie à quelque chose de beaucoup plus vaste aujourd'hui, parce qu'on n'ose plus parler que d'économie, le marxisme ayant créé les dégâts qu'il a créés. Donc aujourd'hui, ces ressources, ce serait le racisme, ce serait justement les questions économiques, c'est la manière dont ces gens pourraient accéder au pouvoir, le plafond de verre et tout ce qui s'ensuit. Donc si on distribue ça d'une manière plus équitable, ben, ce radicalisme religieux serait inévitablement dans un déclin. Or moi, par rapport à ça, je dis que c'est ce paradigme-là qui pose problème sur ces questions-là. Ça, c'est mon opinion, tu vois, parce que je pense que c'est un paradigme post-marxiste, tu vois, qui pour moi pose un problème énorme lorsqu'il s'agit d'aborder ces questions-là. Et pour terminer, je te renverrai à l'ensemble de la littérature sur le djihadisme qui existe dans d'autres pays qu'en Europe. Parce que le problème, c'est qu'on est tellement centré sur ce qui se passe ici qu'on ne comprend pas, par exemple, qu'en Irak, que par exemple au Pakistan, il y a eu des gens qui ont pensé à ça. Par exemple, quand à un moment donné, il y a eu le Pakistan était un pays très pacifique. Évidemment, il y a eu la guerre avec l'Inde, mais le Pakistan, il n'y avait pas de problème de guerre entre les confessions. Et à un moment donné, les Pakistanais se sont dit, mais comment ça se fait que les chiites et les sunnites s'entretuent comme ça? Et que les sunnites tuent les soufis? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est les madrasas. Ah, mais les madrasas, c'est quoi? Ben, c'est un endoctrinement. Cet endoctrinement, il vient d'où? Ben, de l'argent saoudien. On a commencé à penser la violence religieuse par un autre prisme, que c'est ce sempiternelles oppression sociale. Oui, il y a une oppression sociale. Non, il y a des idées. Ça joue quand même. Non, mais c'est pas dit que ça ne joue pas, mais c'est afférent. Il y a d'abord quelque chose qui est de l'ordre de l'idée, et puis ensuite tu as les facteurs politiques et sociaux qui viennent gonfler le problème. C'est clair qu'à un moment donné, la réalité politique a un impact, mais c'est la périphérie, ça. Oui, mais il y a quand même les structures. On met en place des structures pour justement faire vivre ces idées. Oui, mais c'est peut-être ça que le sociologue travaille. Oui, mais au départ, je vais le laisser parler, mais pour que le sociologue puisse faire son travail, c'est un peu comme excuse-moi de faire cette comparaison un peu malencontreuse, c'est un peu comme si tu me dis, voilà, comment est-ce que le sida se répand en Europe? Ben oui, il y a des pratiques comme cela, il y a des pratiques comme ceci, mais d'abord, la première chose qu'il faudrait faire, c'est étudier la nature du sida. D'accord? Comment il se répand en général et éventuellement dans un troisième temps, comment il se répand dans une zone géographique donnée. Et là, c'est comme si on étudie le djihadisme en disant comment se répand le djihadisme en Europe. Mais d'abord, il faut étudier la nature du djihadisme. Est-ce qu'il a une nature post-structurelle? Oui ou non? C'est là où est tout le problème. Les sociologues te diront non, puisque tout est social. Donc il n'y a pas de nature post-structurelle. C'est une asymétrie politique. Non, post, ça veut dire en fait, si tu veux, tout est structurel. Donc par conséquent, le djihadisme n'est qu'une réaction du plus faible au plus fort par le biais des outils qu'il dispose à sa disposition. Donc par conséquent, son référent à lui qui est le djihadisme ou l'islam. Et donc par conséquent, cet islam, lorsqu'on est dans une logique d'asymétrie politique et d'asymétrie de pouvoir, ben, la réaction, c'est ça. Et donc, non, mais je justifie pas. Tu vois bien de qui je parle. Tu sais bien de qui je parle quand je dis. Non, je vois pas du tout. Mais bon, tu connais les sociologues sur cette question-là. Des gens comme Burga, ils ont utilisé à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'ils disaient. C'est ce que Burga disait à l'Assemblée nationale lorsqu'on l'a interrogé sur cette question. D'accord. Tu vois? J'imagine que c'est pas bon. Là, il y a peut-être une essentialisation de la sociologie, tu diras. Alors, voilà. Non, mais c'est un paradigme qui est commun à tous. Mais c'est un paradigme qui est commun à tous, mais la sociologie peut rendre compte de certaines réalités, mais n'a pas la prétention d'expliquer tout, en fait. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est un élément fondamental, c'est-à-dire que la perspective ou le postulat est un postulat essentiellement sociologique. Il n'est pas forcément anthropologique, et il n'est pas politologique, et donc il y a des éléments qu'on ne tient pas compte, on va dire, dans l'équation, et pour pouvoir expliquer ce qui se passe en matière de radicalisation, en matière de djihadisme. Ça, c'est un élément très important. Donc, moi, je pense que la sociologie peut être un outil parmi d'autres outils pour pouvoir comprendre ces phénomènes, mais il n'a pas la prétention à expliquer l'entièreté du phénomène. Donc, il faut être modeste dans l'approche. Ça, c'est très important. Ce qui me dérange véritablement dans ton approche, c'est et on en est à peu près d'accord, c'est qu'elle frise souvent avec du culturalisme. C'est-à-dire cette volonté de surdéterminer la dimension religieuse pour pouvoir expliquer des comportements qui sont finalement très mondains. C'est-à-dire comment expliquer le religieux, comment expliquer la guerre avec des références religieuses. Donc on réduirait le musulman à des références strictement religieuses. Autrement dit, si on veut comprendre ce qui se passe en Syrie, si on veut comprendre l'État islamique, on va regarder ce que disent les djihadistes, les intellectuels djihadistes, mais également on va regarder ce que dit le Coran par rapport à la question de la violence. Mais là, tu la sous-détermines, puisqu'en fait, tu ne prends même pas en considération cette variable-là. Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Donc, c'est un chemin de crête. C'est à la fois ne pas la surdéterminer, mais en même temps ne pas la sous-déterminer. Parce qu'il y a une tendance, quelque part, à considérer que le religieux n'est pas un phénomène social total et qui se suffit à lui-même. On a toujours besoin de le rattacher à quelque chose. Dans cette perspective-là, celle dont tu parlais,
ta capacité de penser que le religieux peut se suffire à lui-même et peut expliquer un certain nombre de comportements. Pourquoi ? Parce qu'on a effectivement un héritage néo-marxisant qui part du principe que le religieux est sur le déclin, que le religieux est l'opium du peuple, que le religieux, lorsqu'on se tourne vers le religieux, c'est véritablement par défaut et jamais par conviction. Or, les différentes enquêtes que j'ai pu réaliser tendent à montrer qu'il y a effectivement des individus qui se tournent vers l'islam parce qu'ils se sentent mal dans leur peau, mais vous avez également des individus qui ont l'intime conviction que ce que dit Daesh ou ce que dit les salafis est conforme à ce qu'ils considèrent être comme la réalité. Donc la question des idées. La question des idées est importante. Et donc il y a deux perspectives qui se battent. La perspective, si vous voulez, très bourdieusdienne, où on part des structures pour pouvoir expliquer les individus, et une perspective beaucoup plus individualiste qui va, pour expliquer les phénomènes sociaux, partir de l'individu pour expliquer ensuite les phénomènes sociaux. Et donc il faut trouver le niveau, le juste niveau, l'équilibre, le chemin de crête, véritable chemin de crête, pour éviter de tomber à gauche dans l'essentialisme ou à droite, quelque part, dans cette fameuse sociologie de la domination. Mais c'est un positionnement scientifique très difficile à avoir. Oui, mais sur cette question-là, elle n'est pas utilisée, puisqu'en fait, finalement, lorsque tu es face à un problème tel que le djihadisme, la première question qui doit se poser à n'importe quelle personne qui étudie le phénomène, c'est, voilà, quel est le point d'intersection qui existe entre l'ensemble des mouvements djihadistes à travers le monde. Donc on ne commence pas par étudier le djihadisme en Belgique ou le djihadisme en France ou le djihadisme en Europe. La question est de savoir, 1, il y a un djihadisme. 2, la manière dont il se met en place. Et 3, éventuellement, les particularités locales. Par exemple, il y a des particularités locales. Il s'avère qu'en Europe, le milieu carcéral est un incubateur de djihadisme. Ok. Mais est-ce que ça veut dire que c'est lié ? Non. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend d'abord sur le plan global le djihadisme et on voit là, les Ouïghours en Chine, les Saoudiens qui représentent le plus grand contingent de djihadistes, les Tunisiens, le deuxième plus grand contingent, les Marocains qui sont 3e ou 4e. Et on commence à étudier, mais quel est le point commun entre tous ces gens ? Non, ils ne sont pas victimes de racisme. Non, pas nécessairement, pas du tout. Est-ce qu'ils sont pauvres ? Pas nécessairement, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre eux ? Tu verras qu'il y a l'aspect identitaire. Il y a un aspect identitaire très très important. Donc une perception d'une identité musulmane qui est opprimée en tant que telle. Non, c'est très important, bien sûr. Hein ? C'est du politique. C'est du psychologique. C'est du psychologique pour moi. Pour moi, ça, c'est du psychologique. Okay. C'est du psychologique qui est consubstantiel à une doctrine. Ça veut dire, le salafisme, comme je l'ai dit tout au début de l'émission, est la vision identitaire de l'islam par excellence. Et justement, le besoin psychologique d'ancrer ces gens dans une identité qui se mélange au salafisme donne, si tu veux, l'idée, c'est-à-dire ça donne l'ingrédient de départ. Oui. Et puis les conditions politiques, comme par exemple les bombardements américains en Irak, ou les invasions illégales de pays, ou alors les changements de régime forcés de la part de l'Occident ou de la part de l'Europe et des États-Unis, ne fait qu'amplifier et mettre de l'huile sur le feu, mais d'une réalité préexistante qui, elle, n'est ni politique et ni sociale, qui est quelque chose d'uni, qui est quelque chose de l'ordre de l'idée, puisque c'est le seul point d'intersection qui serait commun aux Saoudiens, aux Tunisiens, aux Marocains qui viennent d'environnements différents, de sociétés politiques différentes. Les Saoudiens n'étaient pas pauvres, les Saoudiens qui sont partis faire le djihad. Les Tunisiens, ils venaient de gagner la révolution. Ben Ali venait d'être tombé, il pouvait exprimer leur islamisme politique à travers une société. Donc quelle est cette espèce d'obstination à vouloir réduire le djihadisme à ce qui se passe en Europe ? Tu vois, c'est ça la question que moi j'ai. Mais non, en fait, l'Europe, pour moi, est un épiphénomène par rapport au djihadisme au Pakistan, par rapport à ce qui se passe en Chine, les Russes, les Tchétchènes. Tu vois, il faut étudier tous ces phénomènes d'une manière globale et puis descendre aux particularités locales. Mais tu peux pas faire l'inverse. Tu vois, sinon tu vas pas comprendre le djihadisme. Mais bien sûr que c'est ce qu'on fait. Nous, le milieu carcéral est un incubateur. Donc on va essayer de faire en sorte de plus... Mais non, mais c'est pas ça le point de départ. Le point de départ, c'est en haut. Tu vois, et puis tu descends. C'est bien clair là-dessus. Alors, je suis totalement, on va dire, pas d'accord. C'est très bien. Tant mieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que, alors, c'est une idée très séduisante sur le tableau, sur le papier. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, il y a un point commun, c'est l'identité. Ok. Si on part de ce cadre théorique, on va essayer de le recouper sur le terrain. Un petit terrain qui est la France et la Belgique, qui n'est pas forcément représentative de ce qui se passe en Arabie Saoudite chez les djihadistes saoudiens ou tunisiens, mais qui va nous donner quelque part une petite indication. Lorsqu'on entend les différents testaments de djihadistes qui se sont fait exploser, notamment ou qui se sont fait exploser, ou qui ont commis des attentats type Amédi Koulibaly ou les frères Kouachi, testaments qu'on peut retrouver sur Internet ou des courts entretiens qu'ils ont réalisés avec des journalistes, à aucun moment
dans l'entretien, il ressort, et c'est peut-être un court entretien qui n'est pas représentatif de leur état d'esprit, mais dans leur court entretien, il ne ressort pas la dimension identitaire. Il y a un entretien extrêmement intéressant qui dure 2 minutes entre un journaliste d'une télévision française et un des frères Kouachi. C'était les questions des journalistes. C'était des questions des journalistes. Peut-être Ils étaient questions peut-être orientés, qui- mais alors ils étaient peut-être orientés. Pourquoi vous avez fait ça, etc. Ce que dit l'un des frères Kouachi, c'est une vengeance. C'est ça. Donc ce que vous nous avez fait là-bas, on vous le fait là. C'est identitaire ça, Samir. C'est politique. C'est identitaire. C'est vous, nous, en tant que musulmans, vous nous opprimez là-bas. Nous, en tant que musulmans, on se venge ici. C'est identitaire. Mais c'est surtout politique. C'est lié, c'est lié. C'est lié. Ouais, C'est enfin, lié. les deux peut-être. C'est le politique, c'est finalement. Oui, mais donc ça veut dire que lui, il s'incarne comme le porte-parole des musulmans opprimés en Afghanistan ou en Irak. Mais qui tu es toi pour incarner cela, espèce d'idiot? Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Tu vois? Oui, mais Non, je parle pas de toi, je parle à lui. Oui, Tu oui, vois? je ne porte pas de jugement de valeur sur ces individus-là, même si je ne partage Non, mais pas c'est leur quelque idée. chose d'identitaire. C'est-à-dire on transnationalise la lutte. Et moi, en tant que musulman, je défends mes frères qui sont là-bas, alors que tes frères t'ont rien demandé. Tu vois? C'est ça la question. Mais on peut multiplier les exemples à l'infini. Amédi Koulibaly, qui vous dit dans un entretien avec une des personnes qui est prise en otage dans l'épicerie cachère, Oui. voilà, moi, pourquoi vous avez bombardé il parle à la personne qui prend en otage, pourquoi vous êtes intervenu en Mali, pourquoi vous êtes intervenu en Afghanistan, Oui. pourquoi vous maltraitez nos sœurs voilées, pourquoi vous avez emprisonné nos frères. Tout ça, c'est des questions identitaires, c'est pas des questions identitaires, c'est des questions sociales et politiques. Donc la dimension Moi, je le mets politique. sous la coupe Mais identitaire. c'est enfin, lié bon, parce je pense qu'il se dit peut-être, il se réclame De l'identité de ces musulmans-là. de cette identité. de ces oui. Tu vois, Mais- je dirais, il va pas prendre une autre cause. Il va pas aller, je sais pas moi, parler de ce qui se passe au Tibet, par exemple. Il va pas faire ça au nom des Tibétains C'est une opprimés. oui, mais ce qu'il dit, et c'est très intéressant, c'est que finalement, c'est lié à une identité. Cette C'est pas identité, contradictoire, c'est ça que je veux dire. Entre vous deux, c'est lié à une identité qui est liée à une lecture figée de l'islam, Ouais. et réactionnaire de l'islam. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais vraiment. Mhm. Mais ce qui est véritablement, et ça introduit une précontrainte, une contrainte, ça prédétermine les comportements. Mais ces comportements vont être amplifiés par le contexte politique. C'est-à-dire Amplifiés, que comme tu viens de si dire toi-même. Il n'y a pas, oui. Non, mais attention, tu viens de dire quelque chose de très important. Tu dis que le contexte politique amplifie. Or, un amplificateur sur le plan sonore, il ne crée pas de son. Le son lui-même, c'est quoi? D'accord. Si l'amplificateur, il est amplifié quoi? Donc, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, Oui. finalement, si l'identité figée ou dominée est à l'origine de la radicalisation, donc l'un des moyens pour lutter contre cette radicalisation, c'est travailler sur l'identité. Attention, j'ai dit que Inversement. l'identité mélangée aux idées. Mélangée aux idées. C'est-à-dire Donc, c'est on va les idées, si tu veux, c'est l'immixtion entre les idées et l'identité. Donc on va mélanger, on va retravailler les idées, on va retravailler l'identité, et comme ça on sera, on va dire, libéré de la radicalisation et de la violence. Non, ça veut dire que tu vas les diminuer à partir du moment où tu empêcheras ces idées-là de se répandre, tu vois? Alors, d'accord. Donc, si on fait ça, je ne pense pas qu'on sera efficace sur la radicalisation. Parce qu'on n'aura pas réglé l'élément déclencheur de la radicalisation, qui est une sorte de frustration politique. Non, mais là, vous êtes déjà en train de parler des Non, mais solutions. tu es encore en train de me dire, attends, lui, son ressenti, c'est qu'il est oppressé ou il est opprimé. Mais qu'est-ce que moi j'en ai à faire du ressenti des gens? Les gens peuvent se ressentir opprimés ou oppressés, mais tu vas pas passer ta vie à prendre en considération le ressenti de chaque groupe identitaire. On va jamais s'en sortir. D'ailleurs, c'est ça le problème. Moi, j'accuse justement la société actuelle qui joue à la politique identitaire de faire je dirais, de créer le terrain pour que l'islamisme en tant que tel puisse prospérer. Puisque quand tu joues à la politique identitaire, tu peux pas exclure entre guillemets l'islam de la politique identitaire, parce que eux-mêmes se prétendent comme une minorité opprimée. Nous, on est opprimés, on est comme les autres. Les femmes, nous, on est opprimés, les gays, nous, on est opprimés. Mais tu peux pas refuser ça aux musulmans. Tu vois ce que je veux dire? Si on joue à la carte de la politique identitaire, alors ces gens-là, ils ont raison aussi. Enfin, pas ceux qui passent à la violence, mais en tout cas, toutes les revendications communautaires, elles sont raisonnables. Ok, Tu vois? mais je me suis un peu perdu parce que sur le distinguo entre quiétistes et djihadistes, est-ce que vous êtes d'accord finalement pour bien séparer les deux? Parce que c'était ça ma Non, en fait, question. on était d'accord pour séparer les deux. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, il y a une porosité maximale, et pour lui, il n'y en a pas. Il y a pas C'est de tout. Objectivement, il n'y a pas de porosité. D'un point de vue empirique, moi je Mais parle. c'est parce que lui, il parle du terrain, moi je parle au niveau des idées. Alors, tu vois. Alors, au justement- niveau des idées, d'un point de vue, ça, c'est super important en fait. C'est peut-être, on va dire, le cœur du débat et le cœur de la thématique du débat. C'est que, objectivement, je travaille actuellement sur la porosité Ouais. entre salafisme, quiétiste et djihadisme. Et est-ce qu'il y a eu des passages? Il y a quelques passages. Ouais. Il y a des passages. Mhm. Mais ce ne sont pas les passages majoritaires. La grande majorité des individus qui ont basculé dans le djihadisme,
sont des personnes qui s'inscrivent dans le littéralisme, dans une forme de fondamentalisme, dans une sorte de salafisme un peu bricolé, où on prend du salafisme, on prend des frères musulmans et on fait un mélange, et on n'est pas lié à l'identité salafiste. Pourquoi? Parce que le salafisme, peut-être qu'il est prôné en Belgique ou en France, va développer un ethos, mais vraiment un ethos, anti-djihadisme. C'est ça. Et la preuve en est. Il y a une rigueur à ce niveau-là. Et bientôt, tu vas venir me dire que pour combattre le djihadisme, il faut qu'on réponde au salafisme. Le salafisme tant que tu es. Exactement. Non, mais regarde. Il y a des pays qui l'ont fait. Oui, mais L'Arabie Saoudite l'a fait. mais c'est complètement fou. Le Maroc l'a fait. Non, L'Algérie le l'a Maroc fait. est venu avec une vision malékite, je dirais beaucoup plus paisible. Le Maroc le fait aussi. Il laisse faire, on va dire, des salafis qui vont développer un discours, on va dire, peut-être polarisant, peut-être problématique sur la question du vivre ensemble, très orthodoxe, mais en même temps va développer un discours fidèle Mais c'est le à problème l'autorité. de départ. Comment est-ce que le djihadisme s'est développé? Le djihadisme au départ, le djihadisme sunnite, parce qu'attention, ici, on n'a parlé que du sunnisme. Oui. Tout ça n'est pas opérant pour le chiisme, tout ce qu'on vient de dire, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont différentes. Mais le djihadisme dans le sunnisme a commencé à la première invasion de l'Irak. Lorsqu'à un moment donné, bon, je ne te parle pas de l'épisode afghan, mais lorsqu'à un moment donné, les Américains ont foulé la Terre Sainte, et que Ben Baz nous a sorti, Ben Baz qui était le grand moufti saoudien, nous a sorti la fatwa comme quoi on pouvait s'allier avec des mécréants pour combattre des mécréants. Parce qu'en fait, le premier mécréant ici, c'était Saddam Hussein selon lui, et les deuxièmes mécréants, c'était les Américains que les Saoudiens appelaient à la rescousse pour venir sauver l'Arabie Saoudite, soi-disant de l'invasion présumée après le Koweït. Qu'est-ce qui s'est passé? Les salafistes quiétistes tels que Salman el-Houda se sont rebellés contre la fatwa de Ben Baz, et je dirais ici, tu as eu une fissure à l'intérieur de ce salafisme quiétiste, parce que tout simplement la question était de savoir, est-ce que oui ou non, est-ce qu'on est en guerre? Parce que si on est en guerre, si on prend toute la littérature salafisme quiétiste, ben on passe au djihadisme en fait. Parce que l'Arabie Saoudite, qui est en fait un pays qui incarne ce salafisme quiétiste, c'est Daesh avec un État. C'est la même chose, on fait la même chose que Daesh, mais il y a juste un État derrière. Donc en fait, ce que je veux t'expliquer par là, le djihadisme s'arrête aux frontières. mais c'est ce que je train de t'expliquer, mais c'est tout. Ça veut dire, en fait, si tu veux, l'Arabie Saoudite n'est que Daesh avec un État. Donc si à un moment donné, tu crois qu'en répandant ce salafisme quiétiste, tu vas contrer le salafisme djihadiste, c'est une véritable folie. Ouais, tu mais vois. quelles sont la littérature? La littérature, on est bien d'accord que les quiétistes et les djihadistes ont la même littérature. Non, parce qu'attention, c'est parce que compliqué, le tu vois. djihad, il est décrété par l'État. Il existe chez les quiétistes. Ils ont des références communes, mais des références qui datent de l'époque médiévale. Voilà. Mais Les dans ça, on références a... contemporaines, Ouais. elles sont différentes, et elles sont de plus en plus différentes. Et il y a un creux, un gap qui se crée entre quiétistes et Non, mais djihadistes. le djihad existe toujours, c'est-à-dire que chez les quiétistes, on va leur dire, écoutez, non, le djihad, c'est pas encore maintenant, les conditions ne sont pas réunies, ou bien il faut attendre le go du gouverneur. Du gouverneur. Mais c'est propre à tout l'islam institutionnel. Ouais. Aux malikites, aux hanafites, aux soufis, aux frères musulmans, ils ont la même conception du djihad que les salafis quiétistes. Ouais. Elle n'est pas si différente que cela. Ils vont considérer que pour déclarer le djihad, il faut un certain nombre de conditions, que ce n'est pas une obligation comme aussi importante que telle qu'affirmée par les djihadistes, et en même temps, il faut absolument qu'un gouverneur déclare, on va dire, cette situation comme relevant du djihad. Donc, Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est même dans les du'a, dans les mosquées. Oui. Hein, on entend souvent les imams qui sont quiétistes dire Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan. Que Dieu, les salafis quiétistes, voilà, que Dieu assiste les mujahidines, les djihadistes, enfin, voilà, dans tous les endroits, dans les pays qui sont en guerre, voilà, contre les musulmans. On entend ça. oui. Oui, parce que le propre, encore une fois, de la politique saoudienne, encore une fois, j'en reviens à cela, le propre de la politique saoudienne, c'est de promouvoir le salafisme quiétiste à l'intérieur de ses frontières et éventuellement les autres doctrines à l'extérieur. Un peu comme ce que l'Europe a fait avec le cas syrien. Ça veut dire, on considère Al-Qaïda comme étant un mouvement terroriste chez nous, mais on le considère comme des combattants de la liberté ailleurs. Cette espèce d'hypocrisie qui consiste à ne voir que ta propre sécurité en pensant que tu peux exporter de l'insécurité ailleurs et que cette insécurité ne va pas revenir chez toi. Tu vois? Parce qu'il faut bien comprendre cela. Aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé. Tu peux pas exporter de la non-sécurité ailleurs en pensant que ça va pas revenir chez toi. Donc soit tu es cohérent du début jusqu'à la fin, soit tu l'es pas. Mais tu viens pas dire aujourd'hui
que l'intention des États-Unis ou de l'Europe en tant que telle est finalement de combattre le djihadisme d'une manière globale. Non, il est de combattre éventuellement les effets secondaires du djihadisme chez eux, mais pas nécessairement de le combattre ailleurs, comme on a pu voir avec les leaks des emails de Clinton ou avec ce que Michael Flynn a dit sur Al Jazeera lorsqu'il est passé. On a ouvertement soutenu un émirat salafiste en Syrie parce que c'était pour nos intérêts. Donc je veux dire par là que je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques, mais il faut être cohérent aujourd'hui. On est dans un monde globalisé. Mais on voit par exemple chez les salafistes kétis, c'était mon propos, c'est qu'ils vont soutenir des djihadistes dans certains pays. En tout cas, ils vont dire oui, il y a le djihad, je sais pas moi, en Afghanistan ou en Bosnie à l'époque, ou enfin dans certains pays où on fait la guerre aux musulmans, entre guillemets. Et ça, c'est des salafis kétis. Il y a des salafis kétis qui vont par exemple... Et en même temps, qui vont dire, ben, écoutez, non pour la Palestine, d'autres encore, qui font toujours partie de ce mouvement, qui vont dire non, les Palestiniens ne doivent pas se battre contre les Israéliens. On va entendre ça. Oui, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le religieux qui parle en lui-même, qui est le facteur déterminant central. Oui, on a pu voir, c'est même au Maroc. Encore une anecdote importante, c'est que récemment, avec ce qui s'est passé, les soulèvements qu'il y a eu dans le Rif, au Maroc, on va entendre des prédicateurs saoudiens bien connus, ceux d'ici par exemple, donc salafisme quiétiste, qui va appuyer le djihadisme en Syrie et l'interdire complètement au Maroc. Il dit voilà, non, au Maroc, il faut obéir au roi. Et en Syrie, il faut dégommer Bachar al-Assad. Le cas syrien a posé un problème. Mais pour quelle raison? Mais pour quelle raison? C'est intéressant, il est marocain. Ouais. Quelle est la relation entre le Maroc et la Syrie à l'époque de Bachar al-Assad, à l'époque où il dominait l'entièreté de la Syrie? Non, mais évidemment, il y avait des conflits. C'était deux pays ennemis qui n'avaient pas le même mode de fonctionnement. Ouais. Donc, tu ne penses pas que le fait de mobiliser un imam salafiste avec une telle autorité en disant pas de djihad au Maroc, mais du djihad en Syrie, c'est peut-être un moyen indirect d'affaiblir un adversaire politique pour le bienfait de Mohamed VI. Donc une instrumentalisation. Donc là, c'est clair qu'il y a une instrumentalisation. Donc, les salafis kétistes, ils vont non pas être instrumentalisés, ils vont jouer le jeu politique quand ça les arrange. On prend le cas par exemple du Sahara occidental. Les salafis kétistes saoudiens ont pris fait et cause au positionnement marocain sur la question du Sahara occidental, en disant le Sahara occidental relève de la souveraineté marocaine. Ok, d'accord. Alors il y a tout un habillage religieux en disant les Sahraouis n'ont pas à se rebeller contre le roi du Maroc, etc. Et quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que ça correspond aux intérêts stratégiques de Mohamed VI. Et quand on gratte un petit peu, on sait pertinemment qu'il y a une alliance très forte entre le Maroc et l'Arabie Saoudite. Donc c'est un échange de bons procédés. Donc on voit qu'il y a des choses quelque part qui dépassent strictement le religieux. Là, je suis 100% d'accord avec toi. Je te parle pas de... En fait, si tu veux, le fait que le politique à un moment donné est déterminant dans la manière dont il propulse une doctrine religieuse en avant, mais au niveau individuel, celui qui agit et qui pose son acte, ça va partir d'idées. Tu vois, quelqu'un qui en arrive à se faire exploser, il doit vraiment être sincère dans sa croyance. Parce que sinon, il ne va pas se faire exploser. C'est une croyance qui l'a fait exploser. Après, voilà. Mais concernant ces idées, justement, quand on voit le profil des djihadistes, on voit beaucoup cas sociaux. Attends, mais encore une fois, tu te limites trop à l'Europe. Les têtes pensantes du djihadisme ne sont pas des ignorants. Ce sont des gens qui ont une connaissance religieuse. Mais si on parle de ceux qui font des dégâts ici en Europe, on ne va pas aller si loin, et que tu me dis qu'ils sont motivés par des idées, je n'ai pas dit qu'ils étaient motivés que par... Attention, sois précis, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils étaient motivés... Le gros non, ils étaient motivés par une recherche identitaire combinée à des idées. C'est toujours les deux que je mets en avant. Attention, je ne nie pas les facteurs sociaux. J'ai juste dit qu'ils étaient afférents. C'est tout. C'est pas la même chose. Donc, l'important, c'est l'identité et les idées. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a les amplificateurs. Les amplificateurs, c'est le sociopolitique. Quand on voit des gens qui, leur identité, ils ont vivoté ici en Belgique ou en France,
parle pas l'arabe, rien du tout. Mais encore une fois, aucune relation pourquoi tu me avec prends... les autres. Alors maintenant, je vais te prendre les mêmes exemples en Arabie Saoudite et je vais te montrer que ces gens-là Oui, étaient des justement, gens qui parlaient arabe, c'était des gens qui avaient de l'argent, c'était des gens qui n'étaient pas victimes de racisme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, mais Tu j'entends prends bien. tes exemples ou les miens? Non, mais Non, mais on justement- parle du djihadisme, le djihadisme réunit les deux. Pourquoi tu vas prendre les tiens et pas les miens, Mais par pourquoi- exemple? pourquoi je dis ça? Parce que C'est justement pour on le est en fait. Europe, on est en Bruxelles. Mais donc non, on mais peut pas- justement, on non, va parler de la quand tu- situation quand tu- européenne. quand tu étudies C'est le ça qui est djihadisme, important. non, quand tu Mais étudies, tu non, dis- ce qui est important, c'est de comprendre la nature du thème que tu étudies, c'est-à-dire le djihadisme. Le djihadisme n'a rien à voir avec une zone géographique, il est d'abord une nature avant tout. Et cette nature, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe au Danemark, parce que alors, à ce moment-là, on va jamais s'arrêter. Le djihadisme en Belgique, ok, mais alors à Bruxelles et à Anvers, c'est peut-être différent aussi. Et alors à l'intérieur d'un cas, mais à ce moment-là, tu t'arrêtes jamais. Mais Tu dois- oui, mais c'est ça qu'il faut être précis. En Non, fait. mais il faut être pas précis, parler dans les mais il ne faut généralités. pas oublier la nature du problème. La nature du problème, c'est le djihadisme. Tu vois ce que tu dis? vois. Tu dis la nature. Mais il y a une nature, bien sûr. Eh ben oui, on tombe dans l'essentialisme. Mais on tombe non. dans ce que tu condamnes. Mais non, mais ce que Dans toi, le tu as- naturalisme, une sorte de nature. Non, Il y a et une toi, tu es en nature, train de dire quelque qu'elle chose de nature. n'existe pas, Je dis pas qu'il y a inévitablement, une nature, mais elle- subrepticement, tu es en train de dire, non, mais on peut tout faire, Non, on je peut dis tout tout changer. simplement que tu vois. ce djihadisme, il est le produit d'idées qui sont elles-mêmes le produit d'une histoire. Oui, donc Et ça veut d'un dire que pour processus. toi, la religion en Mais- tant que telle n'est que le produit d'une D'une histoire. histoire. Et C'est j'ai tout. dit le produit d'une histoire, Non, mais qui s'est approprié. et qu'est-ce que Toi, tu fais du parles de corps nature. doctrinal? Non, mais toi, tu parles de nature. Oui. Tu l'as utilisé. Mais Est-ce oui. que c'est un lapsus révélateur? C'est pas un Non, lapsus mais révélateur. bien sûr C'est qu'il y a des une natures, nature. mais il y a C'est des ça choses qui ont une nature, bien sûr. Alors, L'être humain. ceux qui sont partis, on m'a repris sur le fait que j'avais dit cas sociaux, vite fait, parce que 50% des départs en France ont concerné des personnes diplômées, y compris des académiques et des docteurs. Je sais pas, Je connais pas les statistiques, Alors, c'est toi qui dois les connaître. sociologue. Parce que moi j'ai l'impression, bon, en tout cas dans ce qu'on montre, c'est souvent des gens, bon, des quartiers défavorisés, qui finalement sont partis là-bas après avoir été endoctrinés très rapidement. Alors, il y a différentes études qui tendent à Ouais. montrer en fait la diversité des profils Ouais. sociaux. C'est-à-dire que si on pense que la très très grande majorité des personnes qui décident de partir en Syrie uniquement pour le cas belge et français sont entre guillemets des cas sociaux ou des déshérités, on se trompe. On se trompe. Et je pars du principe qu'ils ne partent pas parce qu'ils se sentent discriminés. Ou ils ne partent pas pour des raisons socio-économiques, telles qu'on peut les penser. Ah, on a Telles qu'on toujours peut dit les ça imaginer. pourtant. Non, parce que sinon, si on se penche, on va dire, sur leurs revendications, je me suis penché sur leurs revendications. Prenez le cas d'Amédi Koulibaly. Est-ce qu'il a eu des revendications de type socio-économique? Plus d'argent, plus de retraite, etc. Non. Ou moins de discrimination. Il l'a dit peut-être à un moment, les femmes voilées. Et encore, c'est une question qu'on pourrait qualifier de politique, pas forcément de socio-économique. Chiffre Donc- repris par Gérard Bronner. Donc, Voilà. ce qui vient d'être dit. Donc 50%. Donc il faut casser, et je te rejoins là, dans l'idée que finalement on a affaire à des personnes qui sont dominées et qui répondent à une domination. C'est pas une domination économique, c'est une domination politique. C'est-à-dire qu'ils vont partir. Et c'est pour ça qu'on trouve autant de diversité socio- et socio-économique. C'est-à-dire que le djihadisme, il recrute parmi les classes moyennes, les classes supérieures, les classes inférieures de la société ou les classes populaires. Et il y a un certain nombre d'études qui tendent à montrer, notamment dans le monde arabe, que finalement, il y a une très grande majorité d'individus qui appartiennent aux classes moyennes et aux classes supérieures. Vous avez des études de Mark Sajman, vous avez des études de Diego Gambetta, vous avez des études de Farhad Khosrow-Kavar qui tendent à montrer que pour la génération Al-Qaïda, vous aviez un haut niveau de formation. Et c'est tout à fait normal. Quand on réfléchit bien, les études montrent que plus vous avez une formation universitaire, plus votre conscience politique tend à émerger. Donc c'est pas surprenant qu'on ait une surreprésentation, une part importante d'individus qui ont suivi un cursus universitaire relativement important. Mais là où je rejoins parfaitement Maï, c'est que finalement, il faut casser quelque part avec cette, non pas sociologie de la domination, cet ouvrieurisme, c'est-à-dire finalement, si ces individus se radicalisent ou se politisent ou entrent dans l'islam, c'est parce qu'ils sont socialement et économiquement dominés. Ils sont effectivement socialement, économiquement dominés. C'est vrai, c'est un fait. Mais je ne pense pas que ce soit l'élément central qui permet d'expliquer cela, parce que finalement, on aurait retrouvé dans leurs revendications des revendications de type socio-économique. Or, on ne les trouve pas. Leurs revendications, ils sont d'ordre politique. Donc, pour- L'État islamique, lutter contre l'impérialisme américain, Alors- occidental, etc. etc. Alors- au nom d'un corpus, on va dire, Justement, religieux. Comme dernière question, parce qu'on a déjà 1h40 d'émission, il y a des revendications qui sont là, elles ne sont pas d'ordre socio-économique, en tout cas majoritairement. Quelles sont justement les solutions à trouver? Alors il y en a qui disent qu'il faut plus de salafisme quiétiste pour contrer la violence voilà, religieuse. D'autres qui vont se dire, je sais pas, donc selon vous, voilà,
les solutions que vous pourriez Moi, poser. par rapport à cette question-là, Les je débuts de pense solution. les débuts de solution, bon, c'est un problème islamico-islamique en fait. Ça veut dire vraiment de déplacer le centre de gravité de la religion, de la loi, vers l'éthique et la morale et le cœur. Ça veut dire finalement aller vers une forme de soufisme, tu vois, un soufisme justement pour sauver la religion. Parce que Attention, le le cœur. soufisme a été très violent aussi. Non, attention, oui, mais là les on va. mouvements de décolonisation. Tout c'était à fait, pas- mais là on parle d'autre chose. Ça veut dire que Ouais. le problème pour moi, c'est l'hyperlittéralisme. C'est-à-dire que le littéralisme en tant que tel ne peut mener, en fait, si avec l'ensemble des textes scripturaires qu'on a à l'heure actuelle, le littéralisme ne peut mener qu'à une impossibilité de vivre ensemble, par exemple dans des sociétés plurielles. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai un gros problème avec ce que j'appelle les réformateurs qui n'ont pas de fond. Je les accuse de réformateurs sans fond. C'est-à-dire, en fait, ils ne viennent pas avec une épistémologie qui puisse te permettre fondamentalement de te donner les outils que pour pouvoir approcher les textes, pour pouvoir aboutir à quelque chose de cohérent. À la limite, on est dans... les conditions ne sont pas réunies pour que... Voilà. Non, mais le problème, c'est pas les conditions qui doivent être réunies, c'est quelle est ton approche pour te donner finalement un fond au niveau d'une pensée pour venir avec une alternative qui, pour moi, doit déplacer le centre de gravité de la loi vers quelque chose de profondément intérieur, sans oublier le corps doctrinal de la religion. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'hyperlittéralisme qui pose problème. Et donc, c'est le rapport à la loi en tant que telle qui est problématique. C'est-à-dire que pour moi, la réforme, elle est là. S'il doit y avoir une réforme, c'est là qu'elle doit se produire. Parce que Tu tu vois te positionnes, on va dire, d'un point de vue normatif. Mais finalement, le problème est religieux. Mais ce qui me pose problème dans ton analyse, c'est qu'il y a une dimension un peu, on va dire, sectaire. Sectaire. Pourquoi sectaire? Parce que tu dis qu'au nom du vivre ensemble, je peux obliger les individus à vivre avec les autres. C'est-à-dire que les salafis posent problème. Mais parce quand qu'ils tu vivent as- à la marge de la société. Quand tu as un projet de société, soit il incombe aux minorités de s'adapter. Non, mais alors, c'est parce que toi, tu viens avec une vision de la société qui est une zone administrative neutre, sans identité, et où en fait être un citoyen, c'est respecter la loi. C'est pas ça, être un citoyen. Être un citoyen, c'est d'accepter les lois écrites et les lois non écrites. Et il y a un ensemble de lois non écrites dans chaque société. Tu vois? Ouais, Mais bon, là, on est dans un autre On est dans débat. une société libérale aussi. Hein? N'oublie pas qu'on est dans une société libérale. Dans une société libérale. On n'est pas obligé de vivre ensemble. Comment? On n'est pas obligé de vivre ensemble. Non, tu as mais- des gens qui vivent à la marge. Quand, à un moment donné, Volontairement. non, mais Et ils sont acceptés à partir du moment où ils respectent un minimum. C'est-à-dire qu'ils n'appellent pas à la haine, qu'ils n'appellent pas à la violence et qui ne Oui, remettent qui pas... respecte la loi. Voilà, qui respectent la loi. Et c'est le principe même de la démocratie, c'est peut-être une des faiblesses ou une richesse de la démocratie, d'accepter, on va dire, les gens dans leur très grande diversité, y compris les personnes qui critiquent le système et le vivre ensemble. c'est pas la même chose. Oui, là on parle, oui, j'ai compris Voilà, ce que tu veux dire. voilà. Et c'est ça en Mais fait. bon, ça, je pense qu'il faudrait une autre émission juste sur Eh cette ben voilà. question-là, en fait, tu vois. Ok, mais Voilà. peut-être aussi Sur- Est-ce que les... Oui. Sur la question. Et là, bon, ça c'est mon point de divergence, mais il y a un point avec lequel je suis d'accord. Alors, il se situe d'un point de vue normatif, mais finalement, quelque part, ça correspond à ce que je dis. C'est que l'une des solutions, c'est peut-être mettre en place des offres religieuses alternatives. Alors, peut-être c'est cet islam-là, mais ce qui fonctionne véritablement, et c'est l'histoire qui nous l'a prouvé, c'est-à-dire qu'il est intéressant de voir ce qui a fonctionné au regard, on va dire, des expériences de gestion du terrorisme. Et l'un des premiers pays à avoir été victime de terrorisme, c'est l'Algérie. Quelle fut la politique algérienne en matière de lutte contre la radicalisation? Elle a indéniablement utilisé la variable religieuse. Elle a mis en place des confréries soufis, elle les réactivait. Parce qu'on partait du principe que les soufis pourraient, on va dire, rééquilibrer les rapports de force avec les djihadistes. Ils ont également utilisé les salafis quiétistes. On les laisse en parler, parce qu'on part du principe que ce fondamentalisme, ce radicalisme religieux pourrait court-circuiter le radicalisme violent porté par les djihadistes. Mais il y a cette dimension religieuse, incontournable, mais également il y a une autre dimension qui est la dimension politique. Les responsables politiques algériens ont considéré que le problème lié à la violence en Algérie est certes religieux, mais il est également politique. Il est avant tout le résultat de la fermeture du champ politique. Donc ouvrons un peu les vannes du politique, laissons à des islamistes la possibilité de s'exprimer, essayons de réintégrer ces djihadistes combattus dans la société, et on verra ce que ça va donner. Politique de réconciliation nationale. Politique de réconciliation nationale. Et force est de constater, je ne suis pas en Comme train en de Irlande, défendre, quoi. comme en Irlande. Mhm. Et force est de constater, et comme en Colombie avec les FARC, on a démilitarisé les FARC,
On a négocié avec les FARC et on a laissé la possibilité aux FARC d'avoir des représentants politiques. Bah, ça a fonctionné. On a mis fin à près de 50 ans ou à plus de 50 ans de conflit. Bah, c'est ce qu'a fait exactement l'Algérie. C'est-à-dire qu'on part du principe que les conflits, quels qu'ils soient, peuvent avoir une solution religieuse, mais la solution religieuse n'est pas Oui, mais en fait, la sénécure. là, je Elle doit suis 100%. nécessairement accompagner d'une Non, mais là, solution j'étais politique. 100% d'accord avec toi, c'est parce que je pensais que la question que toi tu posais était de savoir finalement en tant que musulman à l'intérieur de la famille de l'islam, Ah, d'accord. quel Ouais. est le type de Oui, réponse oui. qu'on peut apporter. C'est au moins ma réponse C'est était lié, hein, on peut pas- était très ciblée par rapport au type de D'accord. réforme que je pense. Lui, en fait, il a une réponse globale. Je suis d'accord avec toi sur cette question. Mais en tant que citoyen, justement, est-ce que les réponses du politique sont satisfaisantes? Non, mais il est évident pour moi que, par exemple, il y a des incubateurs de violence. Quand à un moment donné, tu crées des guerres sans mandat international et que tu vas bombarder des pays et que tu bombardes un village sans aucun mandat international parce que tu te penses être, par exemple, le gendarme du monde et que sans aucun mandat de l'ONU, tu fais des choses comme ça. Quand tu as bombardé un village et tu as bombardé un mariage et tu as tué 40 morts, tous les enfants de ces gens sont des potentiels djihadistes de demain. Donc il y a un facteur qui est lié, on ne peut pas le nier. Tu vois, c'est factuel, ça. Oui, mais en même temps, Donc, qu'est-ce que tu réponds? Parce que quand... Ce que je réponds, c'est qu'à un moment donné, la légitimité internationale doit être réhabilitée, qu'on doit sortir de cette logique de la loi du plus fort. Aujourd'hui, on est dans une logique de changement de régime, de changement de, je dirais, de court-circuiter le droit international pour pouvoir aller imposer des solutions politiques en pensant que c'est ce qui est de mieux là-bas, au nom de pseudo-principes d'un espèce de droit de l'homisme que je honnie, tu vois, et qu'à un moment donné, ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, mais bien évidemment, ce sont des problèmes, ce sont des facteurs qui, pour moi, là, par contre, ils propulsent ces phénomènes de violence réactive. Parce que Évidemment. même ici, on peut être mal à l'aise, c'est-à-dire que sans être forcément djihadiste, on peut avoir face à soi des djihadistes qui vont dire ouais mais vous faites rien, regardez les pauvres ils se font bombarder, vos frères, hein, vous réclamez de la Oumma et de l'islam et vous avez vos frères et sœurs qui se font violer, massacrer, etc. Bah, pour un musulman lambda, il est mal à l'aise parce qu'il peut répondre par rapport à ça. Il est face à une question morale et le djihadiste aura toujours l'ascendant sur ces questions-là, ici en Europe. Oui, je te laisse. Il aura toujours Quand l'ascendant. c'est des questions compliquées, mais se répondre. Aïe, aïe, aïe. C'est pas très sympa de ta part. Non, mais oui. C'est juste ce qu'on peut lui répondre. On lui dit, oh, non, bah, écoute, ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Continue à jouer au ping-pong. Non. Voilà. Non, au contraire. C'est-à-dire qu'il faut, on va dire, que cet individu se sent concerné par ce qui se passe de par le monde. Ouais. Mais qu'il a quelque part le fait que la violence n'est pas forcément la solution au problème politique, on va dire, posé par tel ou tel conflit. Vous avez un exemple concret, peut-être qu'on va finir sur cet exemple, une personne, un responsable de la gendarmerie royale canadienne qui m'a donné cet exemple et que j'ai trouvé très fameux. Ils avaient identifié une jeune femme, je ne sais pas si elle était convertie, mais qui allait régulièrement sur des sites djihadistes. Et donc la gendarmerie royale canadienne avait identifié cet individu comme une personne qui pouvait potentiellement rejoindre l'État islamique et la Syrie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Plutôt que de l'arrêter, plutôt que de l'incarcérer, plutôt que de la mettre en examen, ils ont frappé chez elle, lui ont demandé un entretien, ils ont dit voilà, on s'est aperçu, on vous surveille, on s'est aperçu que vous regardez des sites internet djihadistes et problématiques. Pourquoi? Et la jeune femme a dit la chose suivante, je me sens concernée par ce qui se passe en Syrie et je veux aider le peuple syrien. Donc vous voulez aider le peuple syrien? Ok, pas de souci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous aider à trouver des associations humanitaires qui aident le peuple syrien. Donc on préfère vous voir actif dans ce type de milieu plutôt que de vous voir partir. Et ça, c'est des choses qui sont inimaginables en Belgique ou en France. Il y a des individus qui fréquentent ou qui fricotent des sites internet djihadistes, tout de suite, c'est le répressif. C'est le répressif. Le répressif répond quelque part à la problématique de la radicalisation. Parce que lorsque vous êtes incarcéré pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et que votre vie, quelque part, pour des raisons religieuses ou pour des raisons politiques, a complètement explosé parce que vous avez perdu votre emploi, vous avez mis à mal votre famille, vous avez divorcé, bah ça a un coût, votre engagement a un coût. Et ce coût, c'est matérialisé par une incarcération qui a duré plusieurs années. Quand vous sortez de prison, souvent vous réfléchissez à 2 fois avant de vouloir récidiver. C'est pour ça qu'il y a une hypothèse intéressante à soulever et qui pourrait peut-être faire l'objet, on va dire, d'une recherche scientifique, c'est de regarder quel est le taux de récidive chez les djihadistes qui ont été incarcérés pour une peine de prison liée à des faits terroristes. Et on va sans doute s'apercevoir que le taux de récidive est faible. Donc ça voudrait dire que quoi? Que le séjour en prison et le répressif fonctionnent.
Même si On le verra moi- parce qu'il y en a on le verra. beaucoup qui vont sortir, Voilà. je pense, cette année, hein, Exactement. qui ont été, En France, 450. qui ont été 450. liés de près ou de loin à la violence. Mhm. On verra si ça se... Bon, après, il y a les coûts aussi. Ça coûte cher de faire ça. Hein. Tu sais, Bien sûr. d'à chaque fois suivre un par un, leur poser des questions, lui offrir un thé. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. Tu vois ce que je veux dire? On va Bien faire sûr. un suivi psychologique du tout. Enfin bon, Bien, merci beaucoup, messieurs, Merci. c'était un plaisir. pour cette émission Plaisir partagé. très intéressante qui a été suivie. Eh ben, il y a eu des courageux, hein, il y a 1h20 du matin, qui nous ont suivis jusqu'au bout. On les remercie. Alors, évidemment, les débats continuent en commentaire sur le groupe. Je rappelle donc notre invité principal, Samir Amghar, sociologue et spécialiste des questions de radicalisation. Je pense que tu travailles sur un livre très bientôt, Oui, oui. Un ouvrage qui traite. qui se rajoutera justement aux ouvrages que j'ai déjà, Voilà. cités et que vous pouvez retrouver sur le groupe. Voilà, eh bien merci monsieur, merci chers membres. Je pense qu'on a tout dit, il y a des choses à Ouais. rajouter. Non, On continuera. c'était un plaisir, comme on fera d'habitude. ça À bientôt. une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Une très bonne soirée à tous. Les débats continuent sur Radio I. À bientôt.